Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver en ce 30 novembre, matinée de Baraka, diraient les anciens. Et oui, la pluie est là, elle est au rendez-vous pour le bonheur des agriculteurs et pour le bonheur de tous. On avait besoin de cette fraîcheur après une longue sécheresse. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas encore, dans un moment, nous aurons droit à un point météo. Et puis, avant cela, nous allons découvrir ensemble le contenu de cette émission où l'on reviendra sur un salon en particulier, donc Oreca, baissé de rideau hier pour le Salon international des équipements et des services en hôtellerie et en restauration, également en catering. Donc aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir la directrice de l'organe qui a organisé et orchestré tout ceci donc, pour le bien du tourisme en Algérie. Donc tout à l'heure, nous allons la retrouver. Et puis ce matin, nous aurons aussi un grand plaisir à retrouver Coach Fatih. C'est ainsi qu'on la surnomme sur les réseaux sociaux. Elle est très présente et ses conseils vraiment sont très suivis par des milliers de followers, on dira. Donc Coach Fatih aujourd'hui nous parlera d'hygiène de vie, nous parlera de sport, puisqu'elle peut aussi, donc, par sa double casquette, intervenir dans les deux volets, puisqu'elle est spécialisée en nutrition également. Donc dans cette matinale, nous parlerons aussi de santé et de health, parce qu'on disait tout à l'heure qu'on allait parler d'hygiène de vie et de déjeuner, de petit déjeuner healthy. On parlera aussi de la santé autrement, avec la présence parmi nous de deux professeurs en médecine interne, professeur Samia Chomali ainsi que professeur Moussaoudi Hassan qui représente l'EPH de Rouiba. Donc on va un petit peu avoir leur son de cloche par rapport à cette localité et la prise en charge des personnes en situation de diabète dans cette localité en particulier et de manière générale. Et dans cette matinale, nous retrouverons bien sûr nos amis du dimanche, Djawdet Gessouma pour les bonnes feuilles et aussi Yezid Ait Mahiddin dans sa rubrique So, où l'on verra aussi, on découvrira avec lui des coups de gueule et aussi des coups de cœur. Souvent c'est des coups de cœur en tout cas avec Yezid, on est ravis à chaque fois. Mariam Moussaïd sera aussi de la partie pour nous parler de raisins, de kaki et de grenades. Voici l'essentiel de cette matinale. J'espère que vous aimerez les thématiques qu'on développera avec nos invités ce matin. Mais en attendant, on va vous offrir ce point météo. Il est signé Amal Aribi ce matin. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour. Bonjour Edia. Bonjour, en ce 20 novembre. En ce 20 novembre, c'est sûr que j'ai dit 30. Apparemment, la caméra woman, elle vous a entendu. Elle vous a entendu dire 30 novembre. C'est vrai que j'ai envie que l'hiver s'installe. Mais comme pas à un ce peu point. tout le monde, mais pas à ce point. Pas au point de voilà, comment dire, d'enlever quand même 10 jours à novembre. Non, mais à coup de pas. Ça va, vous on a allez brûlé bien les étapes là. Ça va? Ça va, merci. En forme? Ah, oui, tout en rose? Franchement, oui. On a eu une très belle journée hier. Franchement, avec des pluies. Ah, ça a été. Voilà, vous êtes contente de remettre vos laines, hein? Très contente. D'accord. Je suis. J'imagine qu'ils sont nombreux en tout cas à avoir savouré les pluies de cette nuit, oui. de cette soirée. Et puis bon, j'espère que ça continuera. Donc que disent les cartes justement, Amel? Alors bonjour à tous, et bien pour aujourd'hui les pluies se maintiendront mais cette fois-ci sur les régions de l'Est avec une vigilance orange qui a commencé hier soir et sera valable jusqu'à ce soir. Les wilayas concernés sont Skikda, Annaba, Djidjel, Taraf, également Soqahras et également où les quantités, les cumuls estimés entre 20 et 40 et même peuvent atteindre les 50 mm durant cette période. Donc le ciel restera toujours nuageux sur les régions de l'Est avec des pluies parfois orageuses et localement assez marquées sur le littoral. À l'ouest, par contre, on aura un temps dégagé à peu nuageux, de la brume en ce début de matinée sur les hauts plateaux, puis le ciel restera passagèrement nuageux. Sur le centre, une alternance d'éclaircies et de passages nuageux tout au long de la journée. La moitié sud, on aura un ciel partiellement nuageux, mais partiellement voilé sur les oasis et le Sahara oriental. Partout ailleurs, le soleil sera bel et bien présent sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord Sahara, l'extrême sud, le Hégard et le Tassili. Les températures, avec l'arrivée de cette perturbation,
les températures seront de saison cette fois-ci avec un minimum de 9 degrés seulement à Al-Bayr, 10 Jaffa, 11 Sétif, 16 degrés du côté de Tiaret, Tizi Ouzou, 17 degrés à Annaba, 19 à Alger, 20 degrés à Oran, 14 à Batna, 13 degrés vers Constantine, au sud 18 degrés à Gardaya, 20 degrés Biskra, 22 Janet, 25 du côté de Tamarasset Adrar Salah, 22 à Elizi, 28 Tindouf, 30 degrés à Ingzam et 31 degrés le maximum à Borj Bedjimourtal. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera très agitée sur les côtes est et agitée sur les côtes ouest et centre, avec des vents qui vont atteindre les 40 km/h sur les côtes ouest et centre, de secteur sud-ouest sur le ouest et ouest à nord-ouest sur les côtes centre et 40 à 50 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur ouest. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers l'Europe où le temps sera plutôt maussade avec de la pluie à Londres, également Paris, Lisbonne, Rome, quelques flocons de neige attendus du côté de Berlin, Kiev et Moscou, partiellement voilés à Istanbul et Madrid. Le mercure affichera un minimum de moins 2 degrés à Moscou, moins 1 Kiev, 2 degrés à Berlin, 11 Vienne, 10 degrés à Londres et Paris, 16 à Madrid, 15 à Rome et enfin le maximum cette fois-ci à Istanbul avec 21 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite aussi de passer une excellente matinée et une bonne journée aussi. Inch'Allah. Inch'Allah. Vous aimez Ait Mengelet, dis-moi. Ah oui, oui, c'est un grand poète. Hein. C'est vraiment un grand poète et un grand interprète. Exactement. Donc voilà, on aura le plaisir tout à l'heure d'écouter sa voix, mais aussi non pas à travers la chanson, mais surtout à travers une très belle interview réalisée par notre collègue Rafa Belouchet, donc qui a rencontré le poète justement pour vous à l'occasion d'un concert qui vraiment permettra aux fans de ce grand artiste de le rencontrer le 26 novembre prochain. On donnera les détails tout à l'heure en même temps que l'interview. Mais avant, on va démarrer cette émission comme d'accoutumé par de la chanson. Aujourd'hui, ils ouvrent le bal. Il s'agit du groupe Zaïr qui nous interprète tout de suite Sbart Sbart, une chanson tirée du patrimoine qu'ils reprennent de fort belle manière.
qui donnait vie à cette chanson qui avait marqué les esprits de plusieurs générations à travers ce film culte, Kahla Oubeda, donc que tout le monde a adoré. Donc cette chanson a porté le film et on a du plaisir à la réécouter à chaque fois. Donc smart. Et puis voilà, patience, mais nous allons tout de suite développer avec vous le premier thème. Il s'agit donc de cette baissée de rideau sur le salon Horeca. Horeca, donc c'est le salon international des équipements et des services d'hôtellerie, de restauration et de catering. Et nous avons plaisir justement de recevoir ce petit bout de femme qui a orchestré avec son équipe toute cette organisation, très belle organisation au service de notre tourisme. Il s'agit de la directrice de Easy Fares. Bienvenue. Merci beaucoup, bonjour et merci pour l'invitation. Oui, donc ça s'est bien passé. Écoutez, très bien, on est très content d'avoir clôturé cette 15e édition cette année qui a eu beaucoup de succès auprès des opérateurs du secteur. Donc oui, ça s'est vraiment très bien passé. Voilà, donc j'imagine que là, vous avez droit au repos du guerrier. Ça a dû être intense du 16 au 19. Exactement, c'était très intense. C'était 4 jours de salon plus 5 jours de montage. Mais on est très content de voir le résultat et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on répond à votre invitation. C'est un salon qui donne de la visibilité à tous les acteurs de ce domaine en particulier, donc l'hôtellerie, la restauration. Ce sont des maillons très importants du chaînon justement, de la grande chaîne touristique en Algérie. Exactement. Horeca est le salon de l'hôtellerie, de la restauration et du catering en Algérie. Il regroupe tous les acteurs professionnels qui disposent de produits et de services pour le secteur hôtelier, pour les restaurateurs en Algérie. Donc ça va de l'équipement au food and beverage, à tout ce qui est café, aliments, les services, c'est-à-dire par exemple on a tout ce qui est les shampoings pour les restaurants, les savonnettes. Et maintenant on a remarqué cette année la literie, la voilerie, exactement, tout plein de produits. Donc, exactement, tout ce qui concerne en fait l'hôtellerie, la restauration et le catering. Voilà. Donc le nombre d'exposants augmente d'édition en édition. Cette année, on a eu droit quand même à un maximum de participation, n'est-ce pas? Oui, j'avoue que je suis très contente parce que les opérateurs et les acteurs algériens jouent le jeu chaque année avec nous. Et malgré les difficultés qu'ils rencontrent chaque année, ils sont toujours là, ils tiennent le coup. Leur taux d'intégration aussi a évolué. On a eu la chance d'avoir le ministre du Tourisme et de l'Artisanat qui a inauguré le salon, la première édition. Il a eu le temps de passer, voir tous les acteurs économiques, de discuter avec eux. Et ce fut un plaisir parce que pourquoi ? Nous avons créé le salon justement pour accompagner le développement de ce secteur en Algérie. Et on remarque justement que les acteurs s'impliquent énormément dedans. Voilà, accompagner donc l'évolution, le développement de ce secteur en particulier. De quelle manière? Quels sont les véritables objectifs de cette plateforme, justement, de cet espace de rencontre? Exactement. Un salon professionnel, en fait, c'est un concentré d'économie. Pourquoi? Parce que tout simplement, il réunit tous les acteurs du secteur durant 3 jours dans le même endroit. Donc vous avez les producteurs, les fournisseurs, les distributeurs, les intégrateurs de solutions et les clients, c'est-à-dire la communauté. Et c'est le seul endroit, un salon, c'est le seul canal de communication où les 5 sens de la personne sont activés parce qu'on peut voir les produits, on peut les sentir, on peut les toucher, on peut parler avec la personne et avoir plus de détails, on peut écouter. Oui. Et ça donne lieu à de belles découvertes dans la mesure où on ne connaît pas les opérateurs algériens, c'est-à-dire que ça évolue. Les producteurs sont de plus en plus nombreux à offrir des produits de qualité, mais on a tendance à croire que ça vient de l'étranger très souvent. Exactement. Et moi personnellement, je suis tout le temps très surprise de parler avec mes exposants et de voir la qualité qui s'améliore année après année. Donc franchement, on est en train, et c'est pour ça que à côté de l'exposition, on a aussi organisé des concours, des masterchefs entre des acteurs locaux algériens, des concours de dressage de table pour des écoles d'hôtellerie, et on a vu que franchement, on fait de très très belles choses. Et c'est important que toute la communauté soit au courant de ça. Absolument. Donc, on va parler justement de ce volet compétition et concours. Donc, on a différentes... vous avez choisi tout un panel justement de concours pour le cake design, entre autres.
Alors, ça a dû être beau à voir. Alors, il y a eu le cake design, il y a eu le burger, et il y a eu la pasta du chef. Ça a dû être bon. C'était très bon. C'était très très bon et la communauté a c'est vrai qu'on a tendance à se dire le burger, c'est le burger. Voilà, c'est classique, on a une viande, on a un petit bout de tomate et bien non. Le pain est important. Tous les ingrédients font la différence parfois entre un vendeur, un autre, un chef et un autre. Exactement. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a on a un peu poussé la chose et on a demandé à ce que ces plats-là soient revisités par des chefs algériens. Et vous savez, c'est une grande première en Algérie parce qu'on a l'habitude de voir à la télé, dans des chaînes étrangères, des concours, des masterchefs, etc., le meilleur pâtissier, le meilleur burger, etc. Et j'ai eu l'idée, avec mon équipe, justement de créer cet événement. Et la communauté a adoré. Donc, c'était des chefs algériens qui se sont disputés, c'est-à-dire la première place pour chaque thème. Et chaque année, que ce soit l'année passée pour le couscous qui a été revisité, cette année pour la pasta, les pâtes, le burger, le cake design, ce qu'on remarque encore une fois, c'est que les Algériens sont capables de faire de très très belles choses et de magnifiques choses. Et on n'a rien à envier à d'autres. Il faut juste que... En fait, voilà, il faut continuer à médiatiser tout ça. Il faut continuer à... Voilà. En tout cas, quand vous parlez de beauté, de belles choses et d'esthétisme, c'est surtout le dressage de table qui a attiré un petit peu l'attention de tous ces participants parce que ça a dû être spectaculaire et beau. C'était très beau. Alors, imaginez-vous des étudiants très bien habillés, qui présentaient très très bien, qui connaissaient l'art de la table, qui le faisaient avec une finesse. C'était très beau à voir. D'ailleurs, on a filmé tous ces concours-là. Ils seront justement rediffusés sur la toile. Très bien, excellent. Donc, vous disiez que c'est vrai que le ministre du Tourisme et de l'Artisanat avait justement ouvert le bal pour cette 15e édition. Donc, il a encouragé toute cette synergie, il a encouragé toute cette dynamique en faveur du tourisme quelque part. Parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas, mais c'est implicite, c'est en continuité avec un autre salon qui se tient aussi annuellement, le salon du tourisme. Oui. Absolument, ce qu'on a apprécié, en fait, et je le souligne encore une fois, c'est que le ministre est venu pendant les 2 jours. Donc il est venu pour faire l'inauguration et parler avec quelques acteurs. Il est revenu le 2e jour pour reparler au reste des acteurs. Il s'est intéressé à leurs produits, à leur taux d'intégration, à ce qu'ils pouvaient, c'est-à-dire à leurs activités actuellement en Algérie, etc. Donc les acteurs ont vraiment apprécié cette implication des autorités et aussi il nous a soutenus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un salon se prépare toute l'année, d'accord ? Ce n'est pas juste 1 mois ou 2 mois de préparation, c'est 365 jours de préparation. Et c'est grâce à ces institutions-là qu'on se rapproche plus des acteurs, des artisans, par exemple, qui ont été présents aussi sur le salon. Donc oui, c'est très important. Mais c'est vrai, dans la mesure où c'est un concentré économique, vous disiez, c'est aussi un moyen de réduire la facture, justement, la facture de l'investissement touristique, dans la mesure où il y a nombre de projets qui sont en instance et le montage financier peut être conséquent, peut être amorti grâce à cette connaissance du terrain, grâce à tous ces acteurs qui avaient eu visibilité à l'Horeca. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense exactement à la même chose, c'est-à-dire que maintenant il est primordial, on a tout pour comme le disent mes acteurs, on a tout pour le faire, on a tout pour faire de belles choses. C'est pas simple, mais ils réussissent quand même à le faire. Et c'est des acteurs, il y a beaucoup de nouvelles entreprises, il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents dans le secteur depuis plus de 15 ans et qui tiennent le coup encore, qui sont là avec des nouveautés, qui sont là à essayer de produire localement, à se faire connaître, etc. Donc je remarque vraiment une implication et je me dis oui, on peut le faire. Oui, donc c'est vrai qu'on en est capable, on peut évoluer dans ce sens et justement le salon, cette 15e édition a permis de montrer justement toutes ces aptitudes, toutes ces capacités et de mettre en connexion tous ces acteurs et surtout en faveur de ces investisseurs qui sont vraiment à l'affût de toute évolution. Donc justement, quel a été vraiment le point fort de cette édition ? Alors, le point fort, il y en a eu beaucoup. Déjà, on a réussi à rassembler plus de 4500 professionnels du secteur en un seul endroit pendant les 4 jours du salon, ce qui est vraiment quelque chose
il est impossible pour une entreprise de voir 4500 personnes en 3 jours dans son bureau, quand ils sont dans leur bureau. Donc rassembler toute une communauté de l'amont à l'aval pendant 3 jours, c'est vraiment pour nous, c'est vraiment très important pour le développement de ce secteur. Il y a aussi la réussite des masterchefs. On crée un peu une sorte de concurrence, une sorte de compétition, et ça c'est très important pour justement faire des efforts, se développer tout le temps et s'améliorer. Donc il y a une certaine... dans un hôtel ou dans un lieu de restauration, Oui. un chef peut faire la différence et drainer justement des foules pour tel ou tel plat ou telle spécialité. Exactement. Donc c'est vrai qu'on en a conscience maintenant. Bien sûr. Par exemple, et l'Algérien est très exigeant sur ce plan-là. Exactement. Et en plus, ces jeunes-là, par exemple pour le burger, ces jeunes-là ont ressenti, par exemple, le gagnant du concours burger a tout de suite reçu des milliers de messages sur Instagram. Il a été, les gens, il m'a appelé, il m'a dit, mais Feriel, on est en train de m'appeler, je ne sais pas ce qui se passe, etc. Il était très content. Et ces jeunes-là ont besoin de motivation, ont besoin voilà, d'être aussi les stars dans leur domaine, dans leur secteur d'activité. Et c'est ce qui fait qu'ils vont être, c'est-à-dire ils vont toujours vouloir s'améliorer, etc. Très bien. Est-ce qu'ils ont ressenti le besoin d'aller vers un produit local ou de mettre en valeur un savoir-faire local, une Ce qu'on a tradition? apprécié, c'est que les chefs, durant les concours, ont utilisé des produits locaux, produits en Algérie. Et ça, c'était franchement, je trouve que c'était une très bonne initiative. Voilà. Bon, mais le cake design, c'est quand même c'est un peu plus classique, c'est différent. Donc, mais sur le plan visuel, ça a dû faire plaisir aussi aux visiteurs. Bien sûr, les gens, et en plus, c'est le concours qui a duré le plus longtemps. Donc, ça a commencé à 8h30, ça s'est terminé à 14h. Les gens sont restés en train d'attendre parce qu'il faut du temps pour préparer quand même, le parce que cake. certaines crèmes ont besoin de prendre. Exactement. Oui. Les gens sont restés là. Ils ont attendu, ils ont soutenu les candidates. Franchement, c'est beau à voir, c'est magnifique à voir. Voilà, l'heureux ou l'heureuse élue, c'était qui? On peut se... Alors, c'était une jeune femme, je ne sais pas si elle... c'est une heureuse élue. C'est une heureuse élue, c'était une jeune femme qui a fait 4 heures de cake design. Je vous invite à voir justement les vidéos que je pourrais partager avec vous d'ailleurs les prochains jours pour essayer de les diffuser et encourager ces candidats. Très bien. Y avait-il des enfants dans cette... Non. Non, Oui. Pourquoi? Parce que nous insistons sur le professionnalisme. Non, je disais, est-ce qu'il y avait des enfants autour de ces chefs, c'est-à-dire le jour même de la présentation? Non. Dommage. Non. C'est bien dommage. Mais bon, j'imagine que les adultes sont des petits-enfants un peu à l'intérieur. Hein. Absolument. Moi, la première, D'accord. quand il s'agit de sucreries. Je suis tout aussi gourmande que vous, donc voilà. Et cette 15e édition, donc... Voilà, cette 15e édition a pris fin donc hier, après 4 jours intenses d'échanges, de B2B aussi, non? Absolument, absolument. Beaucoup de rendez-vous professionnels, beaucoup aussi d'acteurs internationaux qui sont venus, qui cherchaient des distributeurs locaux, qui cherchaient des représentants. Donc il y a eu beaucoup de réunions d'affaires, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues de l'Est, de l'Ouest, du Sud du pays, qui ont profité, parce que le salon s'est tenu sur les 4 jours, qui ont profité de l'occasion pour venir et pour un peu tisser des liens professionnels entre les parties. Oui, j'ai envie pour finir justement de rappeler quand même votre parcours. Vous êtes si jeune, mais vous avez orchestré toute cette opération. Mais c'est dire aussi que vos débuts, vous les avez faits ici même en tant que stagiaire. Oui, j'ai fait une école de commerce en Algérie dont je suis très 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 fière. C'était une très belle expérience et j'ai eu l'opportunité justement de trouver un stage à l'étranger où j'étais formée par un groupe belge qui m'a formée pendant quelques mois et qui m'a réenvoyée en Algérie justement pour faire grandir cette société. Aujourd'hui, quand j'ai démarré, j'étais stagiaire dans une entreprise. Maintenant, je suis la directrice Algérie de cette boîte. Où nous sommes 20 employés, 1000 employés dans le monde et 20 employés en Algérie. Et c'est pour ça que je dis que voilà, je suis fière de mon expérience et fière de ce qu'on fait en Algérie. Parce que l'impact qu'on a sur l'écosystème est très important.
Vous savez, un salon, je le dis, il active le business, c'est un accélérateur de business. Et l'impact, quand je vois l'impact qu'on a sur l'écosystème, je suis très fière de faire ce métier-là. De faire ce métier-là et d'être justement dans cette entreprise leader en matière d'organisation de salons à travers le monde. Donc, on a été ravis de vous recevoir aujourd'hui. Donc, merci à vous. Oui, je cherche le prénom. Feriel. Voilà. Alors, Feriel Bachiri, donc merci infiniment pour cette participation. Merci de nous avoir permis de revivre cette 15e édition d'Oreca. Donc, longue vie, on dira. Merci. Longue vie, on attendra la prochaine avec beaucoup de plaisir. Voilà, tout le plaisir a été pour nous. Donc, c'est aussi le plaisir de retrouver tous ceux et celles qui sont justement accrochés à leur poste, qui nous suivent. On vous remercie, on vous adore. Et on va continuer de parler de thèmes qui vous intéresseront, votre entourage, pourquoi pas. Et justement, il y a un thème qui a pris le dessus la semaine écoulée à l'occasion de la célébration, ou plutôt de la fête, justement de cette journée fédératrice de tous les acteurs en faveur de la lutte contre justement les dangers du diabète. Aujourd'hui, nous avons un son de cloche qui nous vient de Ruiba. Ce sont des invités qui représentent le PH de Ruiba qui seront nos accompagnateurs pour cette séquence où l'on parlera, comme vous avez dû le deviner, de toutes ces personnes en situation de diabète. C'est après ce reportage signé Samia Bouharour qui revient justement sur la célébration cette année du 14 novembre, journée dédiée aux personnes et aux personnes en situation de diabète. Et c'est parti. Le diabète affecte plus de 400 millions de personnes dans le monde. En Algérie, les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. On parle de 4 millions de diabétiques et 10 millions de prédiabétiques, sans parler des personnes qui n'ont pas été diagnostiquées. Plusieurs thèmes ont été débattus lors de cette journée scientifique à Boumerdès, en présence d'éminents professeurs et spécialistes de cette maladie. Il y a beaucoup de diabétiques méconnus. Ils pensent qu'ils sont bien, alors qu'en réalité, ils sont diabétiques. Et là, je tire la sonnette d'alarme pour les malades, pour les personnes qui ont des antécédents familiaux. Cela veut dire que, par exemple, il a un père qui est diabétique, un grand-père, une mère, tout ça, un frère. Et là, il doit se faire examiner par un médecin et faire des bilans régulièrement pour éviter d'arriver à un stade de complication. La sensibilisation doit se faire régulièrement pour toucher un grand nombre de personnes. Tel est le slogan porté par l'association des malades diabétiques de Boumerdès. L'information, c'est la sensibilisation pour nos diabétiques en général et en même temps les diabétiques, ils apprennent des choses techniques et scientifiques. Vivre avec un diabète est possible aujourd'hui. Le malade doit respecter le protocole sanitaire pour éviter les complications qui pourront être fatales et irréversibles. Les complications sont la cécité, l'amputation de jambes et l'hémodialyse. Avec la sensibilisation, les médecins maintenant, avec la formation continue, ils nous les envoient un peu plus tôt. Et quand ils nous les envoient un peu plus tôt, on a le temps de retarder la maladie, d'éviter l'hémodialyse. Heureusement d'ailleurs, mais si par exemple ils viennent un peu en retard, c'est vrai qu'on les fait passer chez un psychologue pour leur dire c'est trop tard, c'est le jour où vous devez dialyser, vous devez vivre avec une machine. Les spécialistes encouragent la généralisation des appareils de dernière génération comme le freestyle et la pompe à insuline, surtout pour les enfants, tout en préservant une hygiène de vie quotidienne car souvent le non-respect de ces mesures ne pardonne pas. J'ai parlé du freestyle libre. C'est quoi le freestyle libre? C'est un appareil qui est utilisé par les malades diabétiques sans se faire piquer comme on faisait avec les lecteurs de glycémie. C'est-à-dire on se pique au niveau des capillaires, au niveau des mains. Ça fait mal quand même quand le patient se pique, pour les enfants surtout. Vous l'avez compris, les recommandations pour gérer sa glycémie sont claires et connues. Apprendre à être responsable de sa maladie demeure le seul remède aujourd'hui.
Alors mon message est clair. Bon, j'ai eu donc une phrase que je réitère aujourd'hui, qui date donc de plusieurs années. C'est RTA, ça n'est pas l'ancienne radio-télévision algérienne, mais RTA, R comme régime, T comme traitement et A comme activité physique. Voilà, donc c'est ce trio-là associé qui va équilibrer la vie du diabétique et ça va lui permettre de mener donc un train de vie le plus normalement du monde. Adopter de bonnes habitudes alimentaires, la pratique régulière d'exercice, mais surtout le dépistage précoce sont les meilleures armes pour diminuer les risques du diabète. Voilà, et à l'occasion justement de cet effort de sensibilisation consenti par tous les praticiens de la santé, par le mouvement associatif également, on l'a vu du côté de Boumerdès, cette belle organisation donc, qui a drainé un nombre important justement de personnes impliquées dans la lutte contre l'évolution de cette maladie, le diabète en l'occurrence. Donc aujourd'hui, donc de Boumerdès, on va tout de suite voilà, mettre le cap sur Ruiba, c'est pas loin, hein, de toute façon c'est sur le chemin de cette wilaya qu'on retrouve cette localité et on a du plaisir aujourd'hui de recevoir des représentants de l'EPH de Ruiba. Aujourd'hui, en l'occurrence, donc le professeur Samia Chemali ici présente. Bonjour. Vous êtes chef d'unité, donc oui. Chef d'unité exploration fonctionnelle, donc service femmes. Service femme, oui. Voilà, service femme. Et juste à côté, donc, il y a le service homme dirigé donc, par notre professeur Messaoudi Hassan, qui est également chef d'unité. Donc, et tous deux, vous êtes professeurs en médecine interne. Tout à fait. C'est intéressant donc, de voir le regard d'un médecin interniste donc, par rapport à cette évolution du diabète. Et puis, d'abord, est-ce que vous remarquez que la mobilisation cette année est assez exceptionnelle? Alors, qui va prendre le... Bonjour d'abord avec bonjour et bienvenue, bien sûr. Merci de nous avoir invités sur ce plateau. J'espère qu'on aura passé un petit moment de détente intellectuelle ensemble. Je passerai la parole à ma collègue. Par galanterie, il faut commencer par les femmes, c'est ça? Allez, professeur Chemali, c'est à vous qu'on revient l'honneur justement de démarrer cette séquence. Merci. Donc, par cette première question, donc, que pensez-vous de cette mobilisation cette année? J'ai l'impression qu'elle est exceptionnelle. Oui, exactement. Merci pour l'invitation et c'est avec un grand plaisir que je viens parler du diabète, surtout que la semaine passée, on a fêté le 14 novembre la journée mondiale du diabète. On essaye de sensibiliser, on essaye de créer ce genre de rencontres justement pour parler du diabète. Nous, en tant qu'interniste, le diabète, il faut savoir que c'est une maladie qui touche tous les organes, donc ça nous intéresse. Il y a une atteinte multisystémique et l'interniste, il est là. Et il est capable de prendre ce genre de patient. On essaye de sensibiliser. C'est-à-dire que le diabète, voilà, attaque d'autres organes lorsqu'il n'est pas pris en charge à temps. C'est une maladie qui peut toucher tous les organes, surtout lorsqu'on diagnostique le diabète à un stade assez tardif. Là, il y a beaucoup de complications cardiaques, ophtalmologiques, rénales. Et donc là, l'interniste est le premier à faire face à ce genre de malade polytaré qui nécessite une prise en charge très spécialisée. Voilà, c'est vrai que le pancréas ne produit plus d'insuline, cette insuline qui est nécessaire pour le corps humain. Exactement. Donc on va peut-être expliquer pourquoi. Exactement, il y a différents types de diabète. Il faut savoir que l'insuline, c'est la principale hormone dans le corps qui justement assure cette stabilité et cet équilibre du taux de glucose dans le sang. Il y a dans le diabète de type 1, appelé anciennement diabète insulinodépendant, qui touche le jeune enfant. C'est une maladie qui est d'origine immunologique. Il y a le système immunitaire qui va attaquer les cellules bêta au niveau du pancréas, qui synthétisent l'insuline. On ne sait pas pourquoi. Il y a des facteurs probablement génétiques. Des fois, il y a d'autres facteurs qui déclenchent ça, mais on ne sait pas encore. Il y a toujours des recherches là-dessus. Donc, ces cellules vont être détruites, donc il n'y aura plus de production d'insuline et il y aura plus d'insuline et le malade, on sera obligé de substituer cette insuline chez le patient. Généralement, c'est très symptomatique, donc on arrive quand même à faire le diagnostic assez précocement avant l'installation des complications. On va demander au docteur Hassan Messaoudi de nous présenter le diabète de type 2. Et c'est le diabète qui nous intéresse aujourd'hui, le plus fréquent aussi. Disons que d'abord, pour commencer, comme le disait ma collègue, cette année, je pense qu'il y a eu quand même plusieurs sensibilisations de la part des pouvoirs publics.
notamment donc, le ministère de la Santé et même les associations donc, à caractère associatif concernant les malades qui sont atteints de ce fléau, sachant que le diabète, d'abord, il faut le dire à haute voix, que c'est une pandémie, malheureusement silencieuse. Pour arriver à justement à votre question, le diabète de type 2, elle a parlé ma collègue du type 1 qui est immunologique, généralement on n'en parle pas beaucoup, pourquoi? Parce qu'il est là, le diabète est là. Les mesures préventives, les chiffres sont très alarmants. Vous avez plus de 500 millions de diabétiques dans le monde. En Algérie, les dernières statistiques tournent autour de 2,8 millions, voire 3. Mais je pense que c'est un chiffre qui est sous-estimé parce qu'il n'y a pas eu quand même les dernières statistiques. Et sachant que c'est pratiquement 15% de la population algérienne est atteinte du diabète. Qui dit diabète, donc généralement du type 2. Pourquoi? Parce que le type 2, on peut agir. C'est un diabète, vous m'avez posé la question pour y répondre, c'est que c'est un diabète chez qui on pourrait faire quelque chose. C'est pour ça que je disais que la vision de l'interniste, cette pathologie qui est prise en charge aussi bien par la diabétologie et beaucoup aussi en médecine interne, l'avantage c'est que ce sont des malades qui viennent généralement pour des pathologies variées. C'est un hypertendu, c'est quelqu'un qui est obèse, c'est quelqu'un qui a un syndrome de l'apnée du sommeil. Et nous sommes là ça pour justement... Ça peut être aussi une gestation. Voilà, une gestation, le diabète, bien sûr. Et ces malades, justement, les malades donc, gestantes, auxquels il faudrait faire une évaluation. Malheureusement, beaucoup de femmes ne reviennent pas après pour évaluer est-ce que c'est un diabète qui est survenu juste pendant la grossesse ou c'est un diabète qui était là et a été donc méconnu, a été déclenché par un phénomène naturel qui est la grossesse et qui probablement serait amené à être pris en charge et que c'est un diabète qui va s'installer de façon définitive. Donc le diabète de type 2, on peut faire... C'est pour ça que dans les chiffres, on dit que en 2030, en Algérie, ce chiffre pourrait augmenter chaque année. C'est des mesures préventives et c'est là où l'enjeu est majeur parce qu'on pourrait faire quelque chose. On va y arriver à plus de 5 millions. Et c'est la nécessité de renforcer cet le type 2. Sensibilisation. C'est pour ça que dans nos consultations, malheureusement, la consultation du malade diabétique doit prendre plus de temps afin d'expliquer. Le disait, c'est une maladie systémique. Pourquoi? Parce qu'elle atteint l'œil, atteint le rein, le cerveau, le cœur et le pied diabétique qui est quand même un grand fardeau pour la santé publique. Voilà pourquoi le type 2, on en parle beaucoup et voilà, on n'en parlera jamais assez. Et on espère que vraiment tous ces efforts puissent vraiment parvenir à ce téléspectateur par exemple d'aujourd'hui ou toutes ces personnes qui ont pris part à ces regroupements et qui ont certainement compris l'importance d'aller de faire un bilan systémique. Exactement, donc déjà. Exactement. Il faut justement sensibiliser pour que l'Algérien puisse avoir une culture sanitaire. C'est-à-dire de part avoir des antécédents familiaux de diabétiques, dès qu'on dépasse... on est en bonne santé, même si on est épargné. Exact, on ne peut pas être épargné. Il faut toujours avoir cette once de doute. Exactement. Dès qu'on dépasse la quarantaine, il faut savoir que la fréquence des maladies chroniques non transmissibles augmente. Donc, il faudrait avoir cette attitude, faire un check-up, faire un bilan. Parfois, quand on a un surpoids, quand on a des antécédents familiaux ou des facteurs de risque, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il faut penser à aller consulter. Parce que ce qu'on constate sur le terrain, il y a un énorme problème envers les malades, c'est le problème de déni de la maladie. Il y a beaucoup de patients qui savent qu'ils sont diabétiques, mais qui refusent de prendre un traitement. Donc, ils insistent, ils se disent, voilà, je suis juste un régime, j'essaye de faire un peu de sport et peut-être je vais arriver à régler ma maladie. Sans consultation, sans analyse. Donc, c'est ça ce qui fait que nos malades progressent rapidement vers des complications. Voilà, quand il y a la première alerte, parfois on est dans le déni et on se dit, ah non, c'est pas grave. Exactement. On ne m'a pas dit de prendre l'insuline, alors allez, j'y vais. Je vais diminuer un peu le sucre et ça ira. C'est ça, docteur? Ah ben oui, justement, elle disait, nous, quand on fait... C'est pour ça que je disais au début, quand on fait une consultation de médecine interne, on prend plus de temps. Ce n'est pas une consultation qui consiste à renouveler des ordonnances, ça ne sert à rien. Et nous, si on le fait en tant que médecin, c'est qu'on a participé. Le déni des malades, il ne faudrait pas que nous aussi, on les accompagne de ces dénis. En d'autres termes, c'est de dire à la malade, effectivement, la colonne vertébrale d'un traitement de diabète de type 2 est d'abord le régime. Et le régime, à un moment donné, il n'est plus suffisant. Il faut passer à un deuxième cap, qui est le traitement. Nous, quand on a un malade en face de nous en consultation, il faut lui dire. Et dès qu'on a des chiffres qui commencent un peu à être élevés, au-delà de 1,26 g, ça, c'est un peu évident. Mais le combat, c'est les intolérances aux hydrates de carbone. C'est quand on a des glycémies qui varient entre 1,16 et 1,26, là, on peut agir. C'est pour ça que, parfois, rétrospectivement,
On sait que ce malade avait déjà avec l'hémoglobine glyquée, c'est un malade qui est déjà diabétique, mais qui se dit non, moi je vais d'abord utiliser juste le traitement, ça va marcher. Et il va dans cette optique, il va rester des mois et des mois, voire des années. De temps et nous, quand ils arrivent, c'est pour ça qu'avant on disait que le diabète, d'abord, il faut qu'il y ait un temps pour qu'il y ait des complications. Nous, dès le départ, les recommandations ont changé. On commence à prendre un examen ophtalmo, la rétinopathie diabétique, la néphropathie diabétique, le coronarien, et on constate effectivement que ces malades ont déjà un diabète qui commence à être compliqué. Ça veut dire que ce malade, déjà, c'est comme la même histoire du Covid. Vous savez que le Covid, dans 22 à 23% des malades qui ont contracté le Covid ont vu découvrir un diabète. Après, est-ce que c'était la Covid ou le Covid qui a été à l'origine? Mais néanmoins, il a été quand même là pour déclencher donc, une pathologie qui était là, comme je le disais auparavant, silencieuse. Et là, c'est le malade. D'ailleurs, nous, en médecine interne, un mot. On dit qu'on traite toujours un malade et pas une maladie. Un malade, c'est ce malade qui est en face de nous, qui est peut-être obèse, qui est peut-être hypertendu, qui a aussi des antécédents et surtout qui est aussi probablement tabagique. Voilà, on va revenir sur ce détail du tabac dans un petit instant, le temps de parler de l'évolution technologique en faveur justement des traitements actuellement. Ils évoluent, donc, et ça a été un petit peu relaté lors de cette rencontre de Mohamed, entre autres, et d'autres. Exactement, heureusement, il y a beaucoup d'études et beaucoup d'avancées technologiques et thérapeutiques en matière de diabète. On a beaucoup de molécules antidiabétiques très prometteuses, des insulines de 2e et de 3e génération qui offrent aux malades un confort avec une réponse thérapeutique très très intéressante, mais aussi d'autres innovations, par exemple, sur le contrôle, un meilleur contrôle de la glycémie. Donc, en dehors des lecteurs glycémiques qu'on connaît tous, là, il y a ce qu'on appelle la mesure continue du glucose. C'est le fameux CGM. Donc, il y a des nouveaux appareils, c'est vrai, qui nous facilitent vraiment la gestion du patient et qui nous permettent de traiter vraiment le patient en fonction de son profil. Est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce que malheureusement, tous les patients peuvent justement accéder à ce type de malheureusement, c'est pas encore remboursé par la sécurité sociale. On attend. J'espère que ça va se régler incessamment. Oui, qu'en est-il du freestyle libre? Donc ça a été cité dans le reportage. Oui, exactement, c'est ça, c'est le freestyle. Il permet des mesures continues de la glycémie. Le malade n'a pas besoin d'être piqué tous les jours, matin et soir. C'est des patchs qu'on place qui permettent d'avoir une lecture et ainsi que le glycémique. À différents moments de la journée, on est au courant. Sur les 24 heures, on est, et il est connecté aussi, donc on peut avoir tous les renseignements nécessaires par rapport à la variabilité glycémique de notre patient et puis l'impact thérapeutique. Ça nous facilite les indications thérapeutiques et ça nous facilite aussi de détecter les complications. Les hypoglycémies chez le patient qui sont asymptomatiques. Là, ça nous permet d'avoir une meilleure approche du malade. Qui dit meilleure approche du malade, donc forcément on va mettre en route une thérapeutique adaptée au patient. Voilà, et réduire justement qui va le nombre. Qui va être efficace tout en réduisant le maximum de complications et d'effets secondaires. Voilà, c'est-à-dire qu'en réduisant un petit peu toutes ces crises sévères qui amènent le patient à l'hôpital à chaque fois et qui saturent un petit peu les services. C'est quelque chose qui a révolutionné, ça a fait un vrai tournant en matière de diabète. D'accord, donc un appel à lancer en faveur justement des patients, donc auprès de la sécurité sociale, donc pour booster tout cela, Inch'Allah. Et d'ailleurs, dans ce sens, c'est que vous savez que le diabétique fait débourser pratiquement 28% des charges de la sécurité sociale. C'est un chiffre qui équivaut à 54 milliards donc 50 milliards quand même aux diabétiques. Chose qu'on pourrait peut-être éviter avec des mesures préventives. Est-ce que le coût des traitements peut amener des malades à abandonner leur traitement? Il faut savoir que c'est vrai que la couverture sanitaire en Algérie, elle est, alhamdoulilah, la plupart. Et puis il y a ce phénomène d'aide sociale, que les gens en arrivent quand même à aider des gens, même ceux qui ne sont pas couverts socialement. Néanmoins, il y a effectivement des malades qui ne peuvent pas accéder aussi donc, à l'insuline. Je voulais juste dire quelque chose de très important. Parce qu'on a eu longtemps diabète de type 1, diabète de type 2. Le type 1, c'est avec insuline, bon, ça c'est connu. Et le type 2, c'est sans insuline. C'est pour ça qu'on ne parle plus de ça. On parle de DT2, de diabète de type 2, sachant que le type 2, on commence toujours par la colonne vertébrale d'un traitement, c'est la metformine. Donc, mais sachant que ce type 2,
il arrive à un temps où c'est toutes ces cellules-là qui n'arrivent plus à assurer, donc à baisser ses chiffres glycémiques par l'insuline, c'est qu'il devient ce qu'on appelle insulino-nécessitant. Et c'est là où elle va intervenir toutes ces molécules qui sont les bienvenues. Mais il faudrait quand même que ce malade doit savoir que parfois il est difficile de dire à quelqu'un que monsieur, vous n'êtes pas bien équilibré et avec ces traitements, ça ne marche plus. Il faudrait qu'on arrive à injecter de l'insuline. Et ça, c'est difficile parfois qu'elle soit acceptée par nos malades et de dire « Ah non, l'insuline, mais à un moment donné, il faut que les gens comprennent, c'est ça le message que je voudrais passer, que l'insuline devient nécessaire et c'est pratiquement la seule molécule qui va le sauver et lui éviter les complications. » Voilà, il ne faut pas craindre justement ce traitement, ni les autres, mais moi, je voudrais profiter aussi de votre deuxième casquette en qualité de membre de la Commission nationale de la lutte anti-tabac pour justement parler de tabagisme et de diabète. Qu'en est-il? Déjà, bon, moi je pense que déjà le diabétique au départ a beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. Donc si on ajoute à ça le tabagisme, on va aggraver et on va augmenter le risque cardiovasculaire de notre patient. Donc il faut vraiment insister à arrêter le tabac. On sait que l'impact du tabac, de par son effet chez le diabétique, mais dans toutes les maladies, il peut diminuer l'efficacité de certaines thérapeutiques, il peut aider à l'installation de beaucoup de complications, l'augmentation du risque cardiovasculaire, des problèmes cardiaques, vasculaires. Donc là, il faut insister aussi à l'arrêt du tabac. Qu'est-ce que ça provoque exactement? Le mécanisme est simple, parce que nous sommes devant un public large, afin qu'il puisse comprendre. En dehors de la thromboangite oblitérante, qui est la maladie de Léo-Berger, qu'est-ce qu'il fait le tabac? Il bouche les vaisseaux. Voilà. C'est pour ça qu'on a des malades qui viennent pour des amputations, enfin pour un membre complètement noir. Moi, j'ai eu souvent nécrosé, alors qu'il n'est même pas diabétique. Parce que tout simplement le tabac, donc il bouche les vaisseaux, notamment les artères. L'athérosclérose, pareil aussi. Le diabète, parce qu'il est dyslipidémique généralement, il a un bilan lipidique qui est perturbé, et le diabète fait accélérer donc, ce processus d'athérosclérose. Alors vous avez deux phénomènes, le tabac qui va boucher et le diabète qui va boucher. Imaginez-vous que vous avez un canal, donc un PVC carrément pour que le téléspectateur puisse comprendre, et vous allez le boucher assez rapidement. Et c'est pour ça que nous avons un nombre très important de malades qui viennent aux urgences pour des ischémies. Et dans le cadre du dépistage, parce que c'est une semaine de dépistage, c'est qu'il faut agir. Ce sont des malades auxquels on en voit souvent, plutôt rarement, qu'on demande un Doppler des artères des membres inférieurs à la recherche justement de cette ischémie. On reçoit des malades au stade d'ischémie critique, c'est-à-dire d'amputation, ils viennent avec un membre carrément noir. Non seulement il est tabagique, donc il fume, il a un diabète qui est très mal équilibré, il ne prend pas son traitement ou il est arrivé au stade d'insuline, il ne prend pas. Vous avez donc deux phénomènes qui vont boucher ses artères et bonjour les dégâts, c'est les amputations. Voilà en gros pour vous dire qu'est-ce qui fait le tabac, qu'est-ce qui fait le diabète. Donc quand même deux grandes pathologies, enfin deux grands facteurs de risque qui bouchent donc complètement Voilà, on est en plein dedans, vous le disiez à l'instant, de cette semaine qui est consacrée au dépistage de cette maladie, le diabète en l'occurrence. Donc quelques petites petits indices. Voilà, je suis téléspectateur, je suis assis chez moi, je regarde cette émission et j'ai envie de savoir à quel moment je devrais m'inquiéter. Non, il faut qu'on leur dise. Qu'est-ce qui pourrait m'inquiéter? Que le diabète, il faut qu'ils sachent d'abord que, parce que les gens ont beaucoup plus peur des cancers, des maladies, d'autres maladies qui sont beaucoup plus graves, mais ils disent que le diabète, ce n'est pas une maladie qui est grave. Non, nous, on leur dit que le diabète, c'est une maladie chronique qui est grave. Il a si bien expliqué, professeur Messaoudi, que justement c'est cette hyperglycémie chronique qui va entraîner à la langue des dommages assez importants au niveau des vaisseaux sanguins. Qui dit les vaisseaux sanguins? On sait que les vaisseaux sanguins, c'est ceux qui irriguent les organes nobles. Donc si ces vaisseaux vont être bouchés, là, il y aura des dommages assez importants. Des facteurs de risque très importants. C'est des facteurs de risque très importants. C'est pour ça que aussi le tabac va encore aggraver s'il y a une dyslipidémie, s'il y a une obésité. Donc là, ce qu'on demande, c'est que tous les gens qui ont des facteurs de risque, j'ai des antécédents familiaux de diabète, que ce soit type 1 ou de type 2 ou de diabète gestationnel, j'ai un surpoids,
j'ai une hypertension artérielle, une dyslipidémie. Là, il faut absolument rechercher toujours. Et je suis tabagique encore. Voilà, et s'il y a un tabac qui se rajoute à ça, là, il faut absolument penser à. Quels sont les symptômes qui alertent le plus? Quels sont les symptômes qui Généralement, alertent dans le diabète de type 1, c'est ça ce qui fait la gravité du diabète de type 2, c'est que dans le diabète de type 1, généralement, il y a des symptômes. Quand il n'y a plus d'insuline, le malade va avoir des symptômes et il va venir vite consulter. Quels sont-ils? La polyurie, la polydipsie, quelqu'un qui boit beaucoup, qui urine beaucoup. Il y a une perte de poids, le malade boit beaucoup, mange beaucoup. Donc c'est ça les syndromes. Une perte de poids même s'il mange beaucoup. Hein. Voilà. Donc il y a une polyphagie parallèlement. Voilà. C'est ça les syndromes cardinaux qui nous font penser à un problème de diabète de type 1. Par contre, dans le diabète de type 2, on vous a dit que c'est une maladie qui est silencieuse. D'ailleurs, l'OMS l'a si bien nommé le diabète comme étant le tueur silencieux. C'est une maladie qui est souvent asymptomatique. Et c'est ce qui laisse un diagnostic qui sera posé de façon très tardive au stade de complication. Donc généralement, il n'y a pas de symptômes. C'est pour ça qu'on fait un appel aux gens. Et il faut penser au diabète, il faut avoir cette culture sanitaire d'aller se faire dépister, surtout en présence de facteurs de risque. Là, il faut faire juste un prélèvement sanguin, c'est une glycémie veineuse et non pas capillaire. Donc, faire un bilan sanguin pour justement voir est-ce qu'il y a diabète ou il n'y a pas de diabète. Très bien. Vous recevez beaucoup de diabétiques nous, à l'hôpital de Louis-Bas, parce que nous travaillons là-bas, mais sachant que nous drainons tout le pôle Est. Enfin, nous drainons comme nos amis ailleurs aussi, mais nous avons une population très chargée. Donc le pôle Est, on va dire que de tout le pôle Est, on reçoit des malades. Nous sommes toujours sur le terrain, hein. Donc nous faisons même des gardes, moi et ma collègue professeur Chemali. Je raconte une anecdote, enfin pas une anecdote, une histoire de quelqu'un que j'ai reçu pendant une garde, ça fait 1 mois. Le soir, un diabétique, quelqu'un de très connu sur la chaîne, un chanteur de Chabi qui a été malheureux parce que diabétique, hypertendu, épileptique, qui fait donc un œdème aigu du poumon et aussi donc une amputation. Franchement, être amputé des jambes, alors qu'on pouvait facilement faire. Ce sont des sujets généralement. C'est pour ça que j'ai dit au début. Il y a des étapes préventives qui doivent. Voilà, il y a des mesures. Le type 2, on fait beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. On peut vraiment diminuer donc la prévalence de ce fléau si on devance les malades. C'est pour ça qu'on dit aux gens arrêtez le malade, il va vous dire aoudi l'ordonnance. C'est pour ça que le rôle de l'éducation thérapeutique est important. Donc autant pour le médecin que pour l'entourage du malade aussi, parce qu'il a besoin de. Il ne peut pas évoluer seul, ce malade, n'est-ce pas? Il faut l'accompagner. Parce qu'il y a énormément de privations, il y a énormément d'inquiétudes. Il faut tout un accompagnement, parce qu'il faut savoir, pour le traitement du diabète, il n'y a pas que la thérapeutique. Il faut que le malade sache quoi manger, donc il faut lui apprendre à avoir une diététique parfaite, donc il faut aussi l'intervention du médecin et parfois du nutritionniste. Il faut une activité physique, donc il faut expliquer au malade d'abord sa maladie. Il faut qu'il comprenne pour une meilleure observance et une meilleure adhérence du patient. Il faut lui expliquer aussi l'impact des thérapeutiques pour qu'il puisse adhérer. On ne peut pas parler d'un diabète du type 2 sans parler d'obésité. L'obésité, c'est un facteur d'insulinorésistance. Vous savez, les cellules adipeuses qu'on voit aussi au niveau de ventre, ce sont ces cellules donc, qui sécrètent ce qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires, qui eux aussi vont diminuer donc, et modifier l'insuline. Cette insuline qui va, quand nous mangeons beaucoup, nous avons un régime complètement déséquilibré, et nous allons faire appel à une insuline cette insuline, elle est modifiée, donc il va y avoir un cercle vicieux. C'est pour ça qu'on peut agir sur ces facteurs. L'obèse, c'est d'accord. Peut-être qu'il y a des facteurs génétiques, oui, certainement. Mais il y a des facteurs que nous pouvons donc agir, et c'est là l'enjeu. C'est là où vraiment la bataille commence à ce niveau-là. C'est pour ça que quand on reçoit un malade, il faudrait mettre du temps avec lui. Le malade aussi ne doit pas aller voir n'importe qui, khalas les doigts, ça j'y dis à chaque fois. Parce que renouveler simplement systématiquement c'est pas ça le jeu, c'est d'aller détecter toutes ces complications. Donc nous sommes là pour devancer ce fléau justement. Parce que parfois les malades refusent. C'est-à-dire ils prennent très mal le fait de leur demander à chaque fois des bilans, à chaque fois des bilans de retentissement, voir est-ce qu'il y a une atteinte ophtalmologique, rénale. Nous, c'est ça notre souci, parce que ça nous chagrine tous les jours de voir encore des malades qui consultent avec des pieds diabétiques. On fait le diagnostic de diabète au stade de pieds diabétiques. Et n'oubliez pas, le rein aussi, l'insuffisance rénale. Le diabète, c'est la néphropathie diabétique. Jusqu'à les gens, ils arrivent, on a des chiffres.
Et en plus, pourquoi je disais que la vision de l'interniste, elle est un peu panoramique. Quand nous avons un malade en face de nous qui est diabétique, il est obèse, on demande des bilans donc de dépistage, plutôt des bilans de contrôle. C'est pour aller justement détecter ces multiples complications. Et si par malheur c'est un malade qui prend un traitement X, pour ne pas faire de la publicité. Bon, mais il est connu, c'est la metformine qui est l'arme majeure dans le traitement de diabète de type 2 et qu'il a un bilan rénal. Si nous faisons donc dans le contrôle, dans l'évaluation, nous tombons sur une insuffisance rénale. Il y a un bilan rénal qui est perturbé. Nous sommes dans l'obligation de diminuer, de carrément arrêter ce médicament et passer à l'insuline. Vous voyez l'importance de venir et de demander. On ne demande pas des bilans comme ça parce que c'est systématique qu'on demande. C'est parce que certains malades me disent, à chaque fois que tu as dit, parce que un bilan ماهوش مليح لازم نشوف. Et puis nous avons des objectifs. Moi, quand je viens ici à Canal Algérie, c'est pour transmettre un message. Absolument. Si j'ai moi un malade en face de moi, je lui dis j'ai des objectifs. Si je vous donne juste l'ordonnance, et moi il faudrait qu'il la glycémie, il faut qu'elle baisse. C'est cette hyperglycémie chronique qui va faire des dommages collatéraux. C'est pour ça que moi, mon objectif, si je vous donne un traitement, c'est que il faut que l'objectif, c'est que cette glycémie, ce taux de sucre dans le sang doit baisser. Tant qu'il est baissé, on évite toutes les complications, voire si on n'arrive pas à les éviter, autant avoir une complication dans 20 ans que de l'avoir dans 5 ans. Voilà. Merci infiniment, professeur Messaoudi Hassan, donc chef d'unité donc médecine interne. Oui, chef d'unité d'hospitalisation. Donc, médecine interne à l'UIBA, EPH. Médecine interne, EPH de l'UIBA. Et merci également au professeur Samir Chamali, donc chef d'unité exploration fonctionnelle dans la même structure, donc l'EPH de l'UIBA. On a été ravis de vous recevoir. Voilà, vous avez ouvert cette séquence. Le dernier mot vous revient. Moi, je dis qu'il faut avoir peur aussi du diabète, parce que le diabète, c'est une maladie qui est grave. On assiste non seulement à une explosion de la fréquence du diabète, mais aussi de l'obésité. On sait que l'obésité aggrave aussi l'insulinorésistance. Donc, il faut vraiment perdre du poids et puis avoir une alimentation saine et pratiquer une activité physique régulière et d'intensité modérée et arrêter aussi le tabac. Voilà. Le droit à la santé fait partie justement de nombreux droits auxquels vraiment qui concernent l'enfance aussi. Donc les enfants ont le droit d'être soignés, ont le droit d'être pris en charge, ont le droit au développement. Et justement, en 1989, les dirigeants mondiaux ont décidé que les enfants devaient avoir une convention spéciale, car les moins de 18 ans ont souvent besoin d'une protection et d'une assistance spéciale. Donc la convention est née, cette convention relative aux droits de l'enfant est née, et depuis, nombreux sont les États qui ont adhéré à cette idée, nombreux sont les États qui ont ratifié, à l'instar de l'Algérie, qui a justement tout de suite rejoint le peloton pour offrir le meilleur cadre protecteur à cette enfance. Et aujourd'hui, nous allons en parler justement. On va parler de cette date anniversaire de l'adhésion de l'Algérie à la Convention relative aux droits de l'enfant avec Aïda Mechri qui aujourd'hui se trouve loin des studios. Bonjour Aïda. Ravie de vous retrouver, vous m'avez manqué ici. Je suis ravie déjà de vous inviter avec moi à la ville de Taras, qui nous accueille pour justement organiser cette festivité qui nous reste précieuse. Fêter les droits de l'enfant, c'est quelque chose qui nous touche de très près, et puis ça nous permet aussi de revenir à nos enfants, à nos besoins, comment on peut vraiment accompagner les différentes tranches d'âge de cette catégorie. Voilà, donc vous vous trouvez où, Aïda, actuellement? Donc c'est la cérémonie officielle, donc c'est la célébration officielle. Oui, allô? Très bien, oui, allô. Voilà, donc l'Organe national de la protection de l'enfance, ils ont choisi cette année de fêter en présence de plusieurs pédopsychiatres présents dans la caravane de la santé mentale, l'événement à la ville de Taras. Et aujourd'hui, on est au niveau de la date qui regroupe plusieurs professionnels. Donc aujourd'hui, on est face à plusieurs professionnels de la santé mentale, des pédopsychiatres, des orthophonistes, des psychologues, des éducateurs qui sont directement liés avec les questions de l'enfant, leurs besoins, leur situation. Et puis, on va organiser un atelier d'échange dans lequel on va parler des différentes expériences, de leur des
difficultés dans le terrain, de ce qui nous manque pour qu'on puisse améliorer, accompagner les enfants difficiles à diagnostiquer, à accompagner, mais surtout parler des belles expériences, comment les professionnels, chacun dans son coin, construit son noyau, il enrichit son groupe, il construit un peu ce réseau de professionnels qui sont dans l'aide et le soin et l'accompagnement des enfants. Voilà, donc j'imagine qu'il y aura énormément de communication en faveur de la présentation, le rappel de ces 53 amendements ou 53 justement articles qui marquent cette convention, ainsi que 3 autres protocoles donc facultatifs qui sont importants pour justement garantir la sécurité mais aussi la dignité aux enfants, n'est-ce pas? Tout à fait, et aussi ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a les 4 principes fondamentaux de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est le droit à la participation, le droit au développement, le droit à la non-discrimination, mais aussi l'intérêt supérieur de l'enfant qui reste l'un des droits les plus intéressants pour accompagner l'enfant dans sa difficulté et dans ses différents contextes. Merci beaucoup Aïda Mechri de nous avoir permis de vivre le moment avec vous à partir de Taref à l'occasion de cette date anniversaire de la ratification par l'Algérie de la Convention des droits de l'enfant. Donc on vous souhaite de passer de bons moments. Hein. Je vous remercie, mais tu sais, il y a une chaleur humaine extraordinaire. Les gens sont tellement contents de l'arrivée de cette caravane au niveau de la wilaya de Taref parce qu'on a sillonné plusieurs wilayas, y compris Tlemcen, Tiyert, Maaskar, Djelfa. Aujourd'hui, vraiment, il y a une chaleur extraordinaire dans l'échange, mais aussi il y a beaucoup d'enfants qui nous accueillent avec maquillage, les tenues traditionnelles, avec les petits objets. Donc chacun a dessiné son dessin, ils ont apporté leurs objets comme ça qu'ils ont construits, et puis voilà, pour fêter l'événement. Moi, je partage cette joie avec vous et j'espère être rapidement avec vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci infiniment Aïda Mechri, je vous souhaite un bon séjour et merci à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Cette séquence dédiée à l'enfance, on va la clore avec les voix d'enfants, ceux de Kids United interprétant Imagine. Nos invités s'installent, l'on papote et la caméra revient. Voilà, bonjour Maryam. Bonjour. Ça va? Ça va, très Ravie bien. de vous retrouver. Moi de même. Donc, Maryam Moussaïd, mesdames, messieurs, qui a l'habitude de nous faire découvrir les vertus des plantes, les vertus aussi des fruits et légumes, donc tout ce qui fait du bien à la santé. Oui. Aujourd'hui, vous vous intéressez à quel aspect en particulier? Alors, aujourd'hui, en particulier, nous allons parler du raisin, puisque nous avons été du côté de Bomardès, on verra, on a été voir un vignoble, donc d'une variété qui s'appelle le Red Globe. Voilà, parce qu'il y a de nouvelles variétés. On est toujours habitué au daké ou au muscat. Maintenant, il y a de nouvelles variétés de raisin. On verra ça ensemble. Avec plaisir. Et nous parlerons aussi, bien entendu, aujourd'hui, on va faire un petit marché virtuel, puisque nous allons parler donc des fruits et des légumes de l'automne, donc qui représentent réellement l'automne. Voilà, ce sont des ingrédients qui font partie justement de toutes ces bonnes recettes concoctées par nos nutritionnistes. Et aujourd'hui, on est ravis de recevoir justement celle qui coach dans ce sens. Donc, bienvenue à Coach Fatih. Bonjour, bonjour Algérie, bonjour tout le monde. Alors, oui, je suis coach sport et nutrition. Voilà, vous êtes coach dans les deux domaines donc, qui se complètent en fait. Hein, exactement. Pour être en forme, il faut bien se nourrir et il faut aussi une pratique sportive. Absolument. Donc, oui, bien sûr, vous l'avez bien dit. Donc, on peut pas, ils sont complémentaires, donc on ne peut pas faire du sport sans régler notre nutrition et vice-versa. Donc, vous avez commencé par le sport ou la nutrition alors, j'ai commencé par le sport au départ. J'étais coach sportif en salle et donc par la suite, j'ai acquis une expérience. J'ai commencé à transformer pas mal de corps. J'étais très fière. Et avec le temps, j'ai vu que vraiment les gens qui suivaient des régimes alimentaires, j'aime pas le mot régime, mais on va dire une hygiène de vie. Alors, toutes ces personnes, je parle des femmes parce que j'ai coaché les femmes. Voilà. Donc, les femmes ont eu plus de résultats. Celles qui ont suivi une hygiène de vie. Plus de résultats. Sérieuse, non? Comment? On est peut-être un peu plus sérieuse. Exactement. Plus acharnée. Et puis, le corps, il répond plus. Parce qu'on adopte déjà une hygiène de vie, donc avec un programme sportif adapté, on a complètement un résultat spectaculaire. Donc du coup, je me suis formée aussi dans la nutrition. Donc pendant le Covid,
comme c'était le confinement. Je me suis formée en ligne et après le Covid, je me suis formée aussi en direct. Donc, oui, c'est la période où tout le monde a explosé. Hein, exactement. Donc vraiment les calories étaient voilà, et du coup, de partout. Voilà, et la sédentarité avait aidé énormément à cette obésité qui s'est installée pour certains. Oui, absolument. Et par la suite, je me suis installée en tant que coach privé en studio coaching. Oui. Ça, c'est nouveau en Algérie. Donc, c'est des programmes personnalisés, sport et nutrition. Alors, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Genre, vraiment, quand on est suivi et tout, même la personne, elle est encouragée parce qu'elle voit déjà les résultats au fur et à mesure. Oui. Et du coup, elle est encouragée à continuer dans la même hygiène de vie, elle est encouragée à continuer à faire du sport et tout parce qu'elle voit le résultat sur elle et c'est très, très motivant. C'est difficile de maigrir tout seul, effectivement. On va en parler davantage. Oui. Coach Fatih, le temps de découvrir un reportage. Donc, Mariam Moussaïd nous a amené. Donc, de quoi s'agit-il? Mariam, c'est à vous encore bien l'honneur de présenter. Donc, c'est du côté de Boumerdès. C'est un reportage qui a été effectué, on va dire, il y a à peu près un mois de ça. Donc, les raisins ont continué à arriver. On les retrouve encore sur le marché. Voilà, donc c'est vraiment la fin de saison, donc il faut en profiter. Les prix sont assez raisonnables, on va dire que ça varie entre 150 dinars jusqu'à 250. Autant en profiter, car quand même c'est un fruit qui a énormément de bienfaits et qui est connu depuis, allez, on va dire depuis la nuit des temps et pratiquement sur tous les continents, parce qu'on dit que le raisin est originaire d'Europe, mais il faut savoir qu'il y a d'autres origines dans d'autres continents où ce sont des variétés, et même par exemple en Chine, il y a des variétés exceptionnelles où on n'a retrouvé que de spécimens dans des forêts à des altitudes complètement, on va dire, folles. Donc voilà, il y a une espèce on va dire, le raisin a une très 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 longue histoire et voilà. Bon, aujourd'hui, on va voir celle de Boumerdès et les raisins de Boumerdès. Allez, cap sur Boumerdès tout de suite et c'est parti. Ce sont des étendues de vignes que nous admirons depuis la fin de l'été dès que nous quittons la banlieue d'Alger. La wilaya de Boumerdès est connue pour ses vignobles et ses variétés de raisins. Blancs, rouges, verts, ces grappes de baies sucrées sont appréciées des grands et des petits. Red Globe, Muscat, Daté, Cardinal, les variétés de raisins sont nombreuses et leurs utilisations aussi. Certaines seront des raisins de table, d'autres serviront à la fabrication de jus de fruits et certaines variétés seront des raisins secs. Direction Boumerdès où nous rencontrons Amlal Youssef, vigneron, qui nous parle de la récolte de cette année. Nous avons dû affronter plus de maladies vu la météo cette année. Le mildiou nous a donné des soucis, mais nous avons pu faire face à ce problème. Nous avons le cardinal à 19%. Nous avons aussi le sabel qui, lui, a une superficie de 50%. Le Red Globe est à 18%. Et il nous reste une petite quantité de muscat. La wilaya de Boumerdès est connue sur le territoire national pour sa production de raisins. Et ça, c'est grâce à la grande maîtrise de nos agriculteurs qui maîtrisent la culture, le suivi de ce fruit. هذه المساحة وصلت بفضل يعني المجهودات تاع الفلاحين اللي وصلوا يعني تقنيات كبيرة في إنتاج هذا المادة يعني وصلنا إلى منتوج على مستوى يعني النوعية. C'est une grande fierté pour nous car nous avons et la quantité et la qualité nécessaires pour, pourquoi pas, pouvoir exporter ce produit qui est vraiment bien maîtrisé par tous les agriculteurs de la wilaya. La culture de la vigne s'est développée dans d'autres wilayas aussi et on peut dire que c'est grâce à nos agriculteurs qui sont partis étendre cette culture. Le raisin est l'un des fruits les plus énergétiques en raison de sa forte teneur en sucre. Il séduit par sa saveur exceptionnelle et sa texture juteuse. Ainsi que pour ses nombreux bienfaits, car riche en vitamines et minéraux. Détoxifiant,
et améliorant la concentration, le raisin reste un fruit raffiné et succulent. Miam, miam. Bien, oui, ça donne envie. Il est où le raisin? Ça donne envie. On les a laissés sur les gras. On les a laissés sur les vignes. Alors On aurait aimé goûter un petit peu. Après toute cette balade, on a envie tout de suite de mettre un petit raisin. Dimanche prochain, je te concocterai un joli petit plat avec les fruits et les légumes de saison. Super. Donc, voilà. Inch'Allah. Donc c'est vrai que c'est important de consommer des légumes de saison, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Donc ce qu'il faut faire, il faut essayer de privilégier, bien que de temps en temps on est tenté toujours par des tomates et des poivrons, même en plein décembre. Bon, on sait que maintenant on a tous les fruits et légumes pendant toute l'année. Les agrumes sont déjà là. Mais on essaie quand même de privilégier vraiment les fruits de saison, comme par exemple en ce moment nous avons la grenade, donc qui est un fruit extraordinaire, donc et qui est surtout c'est la pleine saison, donc essayer on va dire d'en consommer au maximum. Il faut en profiter maximum, Voilà. il faut on consommer beaucoup les grenades. Oui, c'est les très, grenades, très bon. on l'avait dit dernièrement, on avait dit que c'était un fruit qu'on pouvait consommer complètement, de l'écorce jusqu'au cœur. Rien ne se jette dans dans la grenade. Par contre, je donnerais peut-être un petit conseil en ce qui concerne la grenade. Tiens, je fais un petit coucou à mon papa, puisque c'est lui qui m'a donné le tuyau. Donc, de temps en temps, quand on achète des grenades, on trouve des grenades de meilleure qualité que d'autres. Donc, il y a le noyau à l'intérieur, donc qui est des fois qui est un peu dur, donc assez désagréable à manger. Exact. Donc, c'est un petit peu l'inconvénient un petit peu de la grenade. Donc, ce qu'il fait, ce que je conseille de faire, c'est quand il y a un marchand, on va en acheter qu'une seule. Le premier jour, on n'achète qu'une seule. On teste à la maison. Après, c'est exactement ce que je fais. Je le fais aussi. Voilà. Donc, je le fais souvent. C'est une bonne astuce, je le fais souvent. Voilà. Oui. Merci au papa ou Saïd. Voilà, qu'on salue. Et on le salue aussi dimanche ce matin. Nous avons aussi le kaki aussi, donc qui commence réellement à se démocratiser. Donc la plaque mine. Autrefois, c'était de petites Elle est quantités. excellente. Elle contient beaucoup de On a vitamines de C. beaux fruits cette année. Oui, elle est excellente. Vraiment, la kaki en vente actuellement. Tout à fait. Donc très très belle. Donc allez profiter encore du kaki. Ça ne va pas durer longtemps. Il faut savoir dès que le froid va s'installer, ce sont des fruits très fragiles. Donc essayez de les consommer au maximum en ce moment. Qu'est-ce que nous avons aussi? Eh oui, nous avons le potiron, la citrouille. Il y a une super belle variété de potirons. Donc, mais là, ça y est, carton jaune, vous êtes out. Pourquoi? Parce que vous avez quitté le monde des fruits. Des fruits, oui. Des fruits. Juste fruits, pas légumes. Allez, voilà. Donc après, ça va commencer d'ici décembre. Il y aura les glands, il y aura les châtaignes. Bon, il faut même ces fruits-là. Ce sont des fruits des bois qu'on peut consommer comme ça en petite quantité. Pourquoi pas se faire plaisir. Et surtout, profiter des fruits de saison. Voilà. Surtout les fruits de saison. Surtout pour les fruits de saison. Parce qu'après, il va arriver l'hiver. On sait très bien que ça va être un petit peu on va être un petit peu coincé entre mandarine et orange et voilà. Et donc, ça va vite après, voilà. ça change. Ça change rapidement, donc autant profiter chaque saison, il faut essayer de faire le plein de vitamines et surtout de saveurs. Hein. Autant profiter aussi de la présence parmi nous de coach Fatih, donc, qui est spécialiste en nutrition, donc qui va peut-être nous aiguiller sur une bonne hygiène de vie, donc alors, quelque chose qui toucherait tout le monde d'abord. Oui, moi je voudrais m'adresser à tout le monde, justement à tout le monde, c'est-à-dire même les femmes qui sont à la maison, les enfants, les gens qui sont hyper actifs, qui travaillent et tout, et même les personnes qui sont sportives aussi. Il y en a beaucoup en Algérie. De plus en plus, on a des sportifs en Algérie, oui, des sportifs, c'est-à-dire je parle hommes et femmes. On a adopté le sport depuis le confinement, comme vous avez dit. Les gens se sont mis vraiment au sport. Ça va, ça. En fait, il y a les deux catégories. Il y en a qui se sont mis à la sédentarité et il y en a qui se sont mis au sport en ligne, effectivement. Oui, après le confinement, je parle. Oui. Pendant le confinement, beaucoup se sont mis à faire du sport à la maison. Même ceux qui n'ont jamais fait, ça je l'ai remarqué, hein, des gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. Et pendant le confinement, ils voulaient se mettre à faire du sport. Oui, parce qu'il y avait aussi ils se sont mis à faire du sport parce qu'on a parlé, le Covid, entre parenthèses, donc la bonne hygiène de vie, donc c'est sport et une bonne hygiène de vie. Donc les gens se sont dit, oui, j'ai fait du retard, c'est-à-dire j'ai pas fait de sport pendant des années et là maintenant peut-être c'est le bon moment. Donc du coup, cette idée, elle est venue, elle est rentrée chez tout le monde, enfin dans la tête de tout le monde qu'il faut faire du sport. On ne peut pas rester sans faire du sport. Donc, du coup, tout le monde a commencé à faire du sport pendant le confinement. En ligne ou tout seul à la maison, ceux qui étaient déjà en salle, les salons fermés et tout, ou des coachings privés. Donc, de là, il y a les coachings privés qui se sont vraiment développés en Algérie. Absolument. Voilà, absolument. Et dans le monde, je suppose, hein, même dans le monde. Oui, ça a explosé dans le monde. Ça a explosé partout. Et de là, bien sûr, moi, si je veux m'adresser maintenant à tout le monde, c'est de dire faites du sport.
quelle que soit votre activité, si vous travaillez ou vous êtes à la maison, il y a toujours des solutions. On n'a pas d'excuse pour ne pas faire du sport. Ça, il faut oublier. Il n'y a aucune excuse valable pour faire du sport. À part quand on se dit, il y a des gens qui sont vraiment malades. Là, je cite les gens, entre parenthèses, les personnes qui sont malades ou qui sont vraiment contre-indiquées complètement au sport. Je fais aller home et tout, mais ça, c'est genre... Il n'y a que ces gens-là qui sont impardonnables. Voilà, vous êtes impardonnables. Il n'y a que ces gens-là qu'on peut pardonner. Oui, et c'est dommage pour eux qui n'ont pas fait de sport avant. Et il n'y a que ces gens-là. Mais sinon, toute personne qui peut se lever le matin, prendre son petit-déj, aller travailler, ou s'occuper de ses enfants, ou s'occuper de la maison, ou rester à rien faire aussi, il y en a. Donc, tous ces gens-là doivent faire du sport. La moyenne. On n'a pas d'excuse. La moyenne, coach Fatih. La moyenne en ce moment, l'Algérie. Ben, j'ai pas fait tellement... Combien de temps par jour voilà, la moyenne pour quelqu'un de fainéant. pour faire... par jour. Non, par semaine. Par semaine. Elle va nous dire si c'est recommandé de le faire par jour ou par semaine. Allez, par semaine, écoutez, le minimum, vraiment minimum, c'est 2 fois par semaine pour une personne qui veut juste garder la forme. Ça, c'est des catégories de gens, tout dépend de l'objectif. Maintenant, une personne qui veut garder la forme, minimum, c'est 2 fois par semaine. On peut pas donc 2 heures, donc 4 heures par semaine. 2 heures, non, pourquoi 2 heures? Genre, c'est pas dans la durée du temps, c'est-à-dire, on va pas faire du sport aujourd'hui, beaucoup de sport, et là, on va avoir du résultat. C'est pas ça. C'est-à-dire, il faut être régulière. C'est pour ça 2 fois. Il faut qu'il y ait une répétition dans la semaine. On n'est pas obligé aujourd'hui de faire 2 heures de folie de sport ou 3 heures de folie de sport. Non, on n'est pas obligé. Genre, tout dépend après les capacités de la personne. C'est-à-dire, quand on rentre dans la durée de temps, ça va dépendre de la capacité de la personne, si elle est sportive ou pas. Il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer. Mais par contre, pour un minimum, c'est 2 fois par semaine pour garder la forme. À partir au-delà de 2 fois par semaine, on a un objectif. Très bien, on veut 2 fois par semaine, le seul objectif que vous pouvez avoir, c'est garder la forme. C'est garder la forme, maintenir ce qu'on a, ça veut dire qu'on se sent bien déjà et qu'on veut maintenir ça et garder la forme. Le sport, c'est aussi une forme mentale et physique. On ne parle pas que du physique, on parle de la forme mentale et physique. Donc du coup, c'est obligatoire, c'est indispensable même de faire du sport. Après, au-delà de 2 fois par semaine, quand on recommande au-delà de 2 fois par semaine, tout dépend de l'objectif. Après, c'est du cas par cas. Voilà, il y a des personnes pour maigrir, qui pour doivent, santé, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, il y a la perte de poids, perte de graisse, sculpter son corps, transformation physique. Prendre de la masse musculaire peut-être. Exactement, prendre de la masse, perdre de la masse. Et la transformation physique totale, là, ça demande plus de temps. Plus de répétitions dans la semaine, une hygiène de vie très, très stricte et tout. Mais là, on va complètement dans une transformation. Voilà. Donc, le nombre de fois par semaine dépend de ce qu'on veut et aussi de la disponibilité de la personne. Il faut parler aussi de la disponibilité. Après, des fois, on a des enfants, on ne peut pas... la personne, elle court partout et tout. Elle va garder au minimum 2 fois par semaine. Voilà. Et si on n'arrive pas à faire des exercices, autant, comme on dit chez nous, ce sera la marche. La marche, oui. Voilà. La marche, moi, je suis pour la marche, oui, mais la marche reste quand même une activité physique, c'est pas une activité sportive. Mais c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la santé, c'est bon même pour le mental, c'est bon pour tout. C'est bien de marcher parce qu'on se sent bien. Oui, effectivement. Voilà. Donc là, vous parlez vraiment de faire des mouvements, des exercices. Ah oui, il faut toucher le métabolisme, il faut augmenter. Oui, pour qu'on ait un métabolisme plus ou moins correct, il faut passer à l'activité physique, sportive. Donc on ne peut pas, sinon il y a le métabolisme qui va devenir feignant et du coup ça va engendrer des maladies, ça dépend de notre état, c'est du cas par cas aussi. Il y a des gens qui ne font pas de sport, qui sont en bonne santé, c'est-à-dire je ne suis pas en train de dire, c'est une généralité, moi je parle en général. Donc, il y a des personnes qui sont susceptibles à tomber malades, il y a des facteurs de maladies chroniques dans la famille, il y a des facteurs aussi d'hygiène, de leur hygiène de vie, une mauvaise hygiène de vie qui va arriver à faire tomber cette personne, c'est-à-dire dans une maladie, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça fragilise effectivement. Donc voilà, une fois qu'on a opté pour une pratique sportive, etc., est-ce nécessaire vraiment d'avoir un accompagnement nutritionnel?
Oui, c'est plus que nécessaire. C'est-à-dire, même si la personne ne veut pas aller chez un spécialiste, elle se dit non, je n'ai pas besoin. Si elle se sent bien dans sa peau, elle se dit oui, moi je ne suis pas en train d'exagérer et tout, je suis en train de manger correctement, enfin des excès par-ci par-là, tout le monde en a, mais bon, plus ou moins correct. Elle ne va pas chez un nutritionniste, elle ne va pas s'adresser à un spécialiste, mais elle va quand même faire attention parce qu'elle fait du sport. Maintenant, il y a de l'information partout, les gens, ils sont sur Instagram, ils sont sur partout, voilà, YouTube. Tout à fait, les réseaux sociaux aident Maintenant, beaucoup. Aident beaucoup. Ouais. Vous avez une notion de ce qui est une hygiène de vie. Donc, du coup, les gens maintenant ont compris qu'il faut manger les fruits et légumes. On ne va plus les répéter maintenant. Oui, Ça, oui, tout le monde l'a compris. Est-ce que je pourrais dire que le sport commence déjà en allant faire d'abord son marché dans le couffin? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, absolument. Moi, j'ai vu dans les grandes surfaces, eh ben, j'étais surprise parce que moi, quand j'achète par exemple un produit, quel que soit le produit, je regarde les ingrédients. Donc, je n'achète pas sans regarder. Donc, je lis d'abord qu'est-ce que ça contient avant d'acheter. Donc, si je vois quelque chose qui ne m'arrange pas moi, donc je ne le prends pas. Du coup, j'ai vu plusieurs personnes le faire dans les grandes surfaces. Et j'ai dit, les gens ont commencé à avoir une prise de conscience. Surtout pour le sucre, hein. On sait très bien que le sucre est caché partout. Le sucre, il faut bannir. Éliminer, bannir complètement. Genre, c'est le sucre blanc, je parle. Le sucre raffiné. Après, il y a d'autres sucres qu'on peut utiliser. Mais là, oui, il y a une prise de conscience. En Algérie, oui, j'ai vu ça. Et puis, les gens regardent, ils en parlent même entre eux et tout. Ça va, on a une prise de conscience par rapport à ça. Mais avant, c'est vrai qu'on ne l'avait pas. Tout le monde mangeait tout et n'importe quoi. Mais maintenant, les gens ont compris. Non, mais il faut dire aussi que notre alimentation a changé. Hein. Si Elle a changé. On remonte une vingtaine d'années en arrière. Elle n'a pas changé en mieux. Hein. Non, pas en mieux, justement. Justement, quand on reprend la manière de se nourrir de nos parents, ils mangeaient mieux que nous, oui, ils mangeaient beaucoup mieux. Ils mangeaient beaucoup mieux. Plus sainement. Plus sainement. Justement, qu'en est-il du petit déjeuner? Donc, ça, c'est un repas très important pour démarrer une journée. C'est le repas le plus important. Oui, pour certaines personnes, ça dépend de ce qu'on fait comme activité. Alors pour certaines personnes, il est hyper important de prendre un bon petit-déj. Après, en général, oui, il est important de prendre un petit-déj. Et surtout aussi pour les enfants. Hein. Il ne faut pas laisser les enfants partir de la maison sans prendre un petit-déj. Une petite chose, ça dépend des goûts de vos enfants, ça dépend. Oui. Il faut préparer le plus sainement possible un petit-déj. Après, pour l'absorption du corps, oui, le corps, il absorbe plus le matin. Donc, si on veut favoriser un aliment, il vaut mieux le prendre le matin qu'au déjeuner qu'au dîner. Surtout pas au dîner. Parce que le dîner, le corps, il va absorber beaucoup moins. À midi, il absorbe à 60%, beaucoup moins au dîner. Donc, du coup, le matin, il absorbe à 100%. Donc, si on veut grossir aussi, si on veut pas grossir, il faut pas aussi manger beaucoup au petit-déj parce qu'on prend plus. Donc, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas vrai. Même si on consomme dans la journée, c'est vrai, on a cet avantage qu'on a toute la journée pour un petit peu consommer, mais si on a déjà de la graisse en nous, c'est-à-dire si on est déjà en surpoids, même si on va consommer, c'est minime. Donc, on ne va pas compter sur ça pour maigrir. De prendre un bon petit-déj, non. Voilà, donc c'est du cas par cas aussi. C'est vrai qu'en général, on dit le petit-déj, il est important. Oui, il est important. Mais après, il y a des cas où il faut minimiser l'apport le matin, l'apport calorique le matin. Il faut minimiser l'apport calorique le matin. Donc bannir viennoiserie, tout non, sucrerie. Non, j'en parle même pas. Franchement, ça, je suis complètement... Les céréales, c'est du sucre raffiné aussi. Hein. Contrairement à ce qu'on pense. Oui, on avait cette idée avant. Que c'était, les céréales, il faut les manger. Franchement, mais là, maintenant, ça esquinte. C'est du sucre. Vous allez vous mettre à dos, beaucoup de producteurs. Coach Fatih, les spectateurs, oui, mais j'ai envie de transmettre quelque chose, c'est de dire de manger le plus sainement possible. Ça ne veut pas dire on va favoriser les produits naturels. Tout ce qui est produit non transformé, qui n'est pas transformé en petite quantité et varié. Ne pas en manger tous les jours la même chose. Il faut essayer de varier. Par exemple, aujourd'hui, on a fait des tartines au beurre. Privilégiez le pain fait à la maison au lieu d'acheter le pain industriel déjà. Donc déjà, vous éliminez pas mal de cochonneries, on va dire. Donc,
faites le pain vous-même, voilà, ou un truc achetez un truc fait traditionnellement, voilà. Évitez la farine blanche. Donc du coup, le matin, si vous avez tartiné aujourd'hui, essayez de tartiner du beurre, d'intégrer des fruits, du beurre naturel, oui, les fruits. Alors les fruits sucrés, pas très tôt le matin, par contre. D'accord. Parce que ça reste du sucre et il ne faut pas favoriser le sucre le matin. Très bien. Il faut essayer de, oui. J'ai une question à vous poser. Oui, ce sera la dernière. D'accord. Juste celle-là. On dit qu'il vaut mieux me prendre un petit déjeuner salé que prendre un petit déjeuner sucré le matin. Bon, le sucre le matin, là, il faut complètement enlever. Même si c'est un sucre naturel, il faut essayer de manger quelque chose, arrêter un moment, 1 heure de temps après, manger un fruit qui est très sucré. Mais après, le matin, vous pouvez aussi manger une pomme, par exemple, qui est maigre en sucre. C'est-à-dire quand il n'y a pas beaucoup de sucre, et la pomme, elle est conseillée le matin. Moi, je favorise la pomme. La pomme le matin, les fraises en été, c'est-à-dire quand on a la fraise disponible. Il y a quelques fruits qui sont vraiment peu caloriques. Et quand il n'y a pas beaucoup de sucre, oui, c'est ces fruits-là qu'il faut favoriser le matin. Après, bien sûr, le sucre, il faut enlever le matin. Pourquoi? Ça augmente la glycémie. Vous pouvez faire un pic le matin. On en parlait tout à l'heure avec les médecins. La glycémie, elle est très, très dangereuse. Le matin, c'est dangereux. Si on a un facteur favorable, voilà, c'est très très dangereux. Vraiment, il faut enlever le sucre le matin. Vous êtes si agréable, coach Fatih. Merci, donc c'était un plaisir de vous avoir parmi nous ce plaisir matin. Partagé aussi. Vos vous êtes agréable aussi. doivent être très heureux de vous retrouver parmi nous. Et puis on a été ravis de vous recevoir. Moi aussi. Et ça nous a vraiment beaucoup stimulé. En tout cas, si vous nous suivez ce matin, c'est son nom justement sur les réseaux sociaux. C'est coach Fatih, donc c'est coach Fatih Fit sur Instagram. Moi, je sors courir directement. Coach Fatih Fit. Instagram. Très bien. Voilà. Merci beaucoup et merci à ceux qui sont avec nous. Ça a été un plaisir. C'est un plaisir partagé en tout cas. Et ce sera aussi un plaisir de vous annoncer tout de suite cette belle interview réalisée par Afef Belouchet, donc qui a rencontré le monstre de la chanson kabyle, donc ce poète émérite, donc Ait Mengelet, qui se produit très prochainement donc en France. On donnera les adresses juste à la fin de cette interview. Restez avec nous. En fait, le texte, la poésie, elle peut se déclamer directement en tant que poésie. Au départ, la poésie se suffit à elle-même. Mais on peut l'agrémenter, on s'est aperçu qu'on peut l'agrémenter, la mettre en musique et tout avec le temps. Les premiers, ceux qui nous ont précédés, l'ont fait depuis très longtemps. Et donc, on a continué sur la lancée. Et c'est ça une chanson, en fait. C'est de la musique, c'est de la poésie, c'est des textes mis en musique. Mais vous, ce qui vous aimez le plus, c'est le texte ou la mélodie? Je ne peux pas dire parce que au départ, c'est le texte. Quand j'écris une chanson, je ne l'écris pas en chantant, ni en jouant d'un instrument. Je l'écris en y pensant, c'est tout. Et c'est après que l'habillage vient. Après, il y a l'habillage, il y a la musique, il y a Donc, c'est deux choses différentes. Vous savez, moi j'essaie d'être l'observateur de ma société, de la société dans laquelle je vis, tout en étant aussi à l'écoute du monde, parce qu'on a tous les moyens maintenant d'être à l'écoute de ce qui se passe dans le monde. Mais il reste que le plus grand intérêt va à la société où nous vivons.
C'est une autre société. Donc voilà, je me contente d'être, d'observer. J'espère que je suis un bon observateur parce que c'est indispensable pour faire une chanson. On ne peut pas écrire si on observe mal sa société. Donc on ne peut pas écrire sur une société qu'on observe mal. Donc j'espère que je l'observe bien, je ne sais pas si j'y arrive, mais bon, c'est ce que je fais. C'est de là que me viennent pratiquement tous les thèmes. J'assume et j'aime tout ce que j'ai fait, qu'il soit bien accepté ou mal, ça ne dépend pas de moi, mais je ne peux pas mettre en public, à l'appréciation du public, quelque chose que je n'ai pas apprécié moi-même. Je me l'interdis. Tout à fait, on a toujours une responsabilité, qu'on le veuille ou non. Tout ce que j'espère, c'est que ce que je fais n'apporte que du positif pour notre société. C'est le but. Maintenant, il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir des points de vue différents, des différences de points de vue. Tout dépend évidemment de l'acceptation des autres. L'ouverture d'esprit, vous voulez dire? Voilà, de l'ouverture d'esprit, exactement. Mais sinon essentiellement, je chante dans l'espoir d'apporter quelque chose de positif, toujours. Je peux attribuer ça à l'expérience aussi. On ne peut pas être chanteur pendant 50 ans, faire la scène durant 50 ans et ne pas pouvoir maîtriser au moins, ou bien disons un semblant de maîtrise, parce que à chaque fois le stress est là, on n'y peut rien, mais on le gère de mieux en mieux. Plus on acquiert de la bouteille, comme on dit, et mieux on gère son stress. Mais le stress est toujours là. Partie grâce à Jafar, à mon fils Jafar, parce que c'est lui qui a pris le relais. C'est vrai qu'à un certain moment, je me suis senti distancé, pour ne pas dire largué. Et donc, Jafar, qui heureusement pour moi, s'est intéressé à la musique et donc est devenu un excellent musicien, m'a permis même pour mes enregistrements, c'est lui qui me fait les arrangements, qui fait pratiquement tous les arrangements, qui m'a appris à mettre plus de musiciens et plus d'instruments sur la scène. Et donc voilà. Donc à un certain moment,
ça a basculé. Jafar a pris le relais et c'est lui le chef de plateau, c'est lui le chef d'orchestre dans tous mes galas. Le choix s'est focalisé sur les chansons que je chante moins. Que je chante moins en public, que des chansons que je n'ai pas chantées depuis longtemps. J'ai essayé de concilier tout ça et de concocter un programme avec toujours l'aide de Jafar parce qu'il est de très bons conseils. Moi j'ai tendance à, quand j'apprends une chanson, c'est-à-dire que quand je maîtrise une chanson sur scène, j'aurais aimé que ce soit celle-là à chaque fois. Mais forcément, ce n'est pas l'avis du public. Le public veut entendre à chaque fois d'autres choses. Voilà, donc on a essayé de baser le programme sur des chansons, surtout, que je chante moi, sur scène. Le 26 donc de ce mois. Oui, Bien. le 26. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est moi. Voilà, il y a une continuité du chant. Yazid est déjà installé. Bonjour Yazid. Bonjour, Akher. Voilà, Ça on va? est ravis de vous retrouver, ainsi que Jawdet. Hein. Ça va? Oui, ça va. En forme? Oui, bien, ça va. On a été emportés par les propos de l'artiste. La vague Voilà, on a vraiment poétique voyagé, la vague poétique. Oui, il a commencé déjà en 67. 50 ans de carrière. Je pense qu'il a commencé par une chanson. Il a été invité à la radio, à la chaîne 2. Il a commencé déjà en 1967. Vraiment, c'était et de là, toute une carrière a été gratifiée de tous les succès, notamment avec les chansons d'amour, les chansons des années 70. Les années d'or, comme on dit. Il a chanté Jamila, il a chanté Louisa, il a chanté Il Keïssa, il a chanté la patrie, il a chanté oui, il a chanté Donc, la patrie, bien sûr. C'est vrai que ces poèmes font école. Oui. Voilà. Un hymne aux martyrs de la Révolution. Il a chanté... la chanson lui parlait du drapeau national, le Moudjahid, le Shahid qui a été enterré avec l'étoile et le croissant. Donc, rappelant, c'était des moments assez une fierté d'appartenir à ce gros pays qui est le nôtre. En tout cas, on est fiers de l'avoir comme artiste, effectivement. Louni Saïd Mengelet sera sur scène pour le bonheur des fans qui sont en France, donc à Paris plus exactement. Donc, il montera sur les planches d'Accor Arena, donc ce 26 novembre. Donc, j'espère que vous serez nombreux à l'accueil. Ben oui, je pense que malheureusement on est là. Moi, j'ai été le voir plusieurs fois là. Notamment à la salle Atlas, puis ces moments vraiment très très forts d'émotion, notamment avec ces chansons. Il y a des moments où on est là à écouter le poète, Amra Lazmini comme on dit, et puis il y a des moments où on se laisse aller, on danse un petit peu, un peu de hourer comme on dit. Et puis, tu es aussi le porteur de cet étendard identitaire également. Il était vraiment, Mengelet, comme il dit, comme il a cette métaphore sur le ciel qui a besoin des étoiles et la vie qui a besoin du poète. Absolument. Voilà. Alors, on va parler peut-être de Bonnefeuille tout au début de cette séquence. Hein. On va parler d'une grande dame, donc Ademi, Kauthar Ademi en Oui, mais on va quand même commencer par quelques victoires justement de dames, et après on clôturera par Kauthar Ademi qu'on va laisser un peu comme cerise sur le gâteau. Avec plaisir, voilà, avec plaisir. D'abord un prix décerné à une dramaturge britannique en octobre dernier qui s'appelle Caryle Churchill,
qui avait écrit une pièce de 10 minutes nommée « 7 enfants juifs ». Donc, « 7 enfants juifs » est une pièce écrite en 2009 et qui faisait écho à, si vous voulez, ce qui s'est passé à Gaza, l'attaque à Gaza qui a fait plus de 3000 morts et plus de 300 enfants morts. Donc Miss Carlyle Churchill a produit une pièce qui dénonçait cet état de fait. On lui a décerné le prix dans quel cas? Elle est dramaturge, donc elle avait fait une pièce de théâtre. Et elle est considérée, elle a 84 ans, Miss Churchill est considérée comme une des dramaturges britanniques les plus importantes. Et donc elle avait, en réponse à la campagne militaire israélienne à Gaza, qui a tué au moins 3383 Palestiniens, dont 333 enfants, selon Amnesty International. Donc elle a reçu le prix Europe pour le théâtre en 2022 de la compagnie théâtrale Schauspiel Stuttgart en Allemagne. Mais ce prix de 75 000 €, qui est le plus important d'Europe en dramaturgie, a été refusé parce que Mme Churchill était signataire de BDS, donc Boycott des Investissements and Sanctions, qui dénonce un peu le lobby sioniste et tout, et donc qui lutte contre ça. Donc elle a affirmé, il y a plus de 70 artistes anglais qui ont protesté contre cet état de fait et qui disent que la liberté de conscience doit être assurée et la liberté aussi de penser. C'est courageux, oui, c'est courageux. Elle a par contre affirmé qu'elle continuait son engagement contre l'occupation de la Palestine et tout ce qui se passe en Palestine. Donc aussi, toujours dans les consécrations, l'auteur, donc notre écrivaine orésienne de talent, Nasser Abou Bloula, a été distinguée à Montréal, il n'y a pas quelques jours, du prix de la fondation du Club Avenir de Montréal dans la section Art Reconnaissance, en reconnaissance de sa contribution artistique hors du commun. Donc ce prix annuel se base sur l'appréciation globale de l'œuvre personnelle de chaque artiste. Donc elle est romancière, Nassera Bouloula, elle est essayiste et nouvelliste, et elle a été journaliste pendant longtemps. Je l'ai côtoyée en tant que journaliste. Elle vit au Canada. 93, oui, à 2010. Elle est allée au Canada en famille, elle a poursuivi des études en histoire et littérature comparée. Donc ce n'est pas son premier prix qu'elle reçoit au Canada, seulement ce prix-là est encore très prestigieux. Donc c'est un encouragement à l'excellence et donc c'est très bien pour Nasser Abloula qui monte vraiment beaucoup en qualité et en production. Toujours dans les prix littéraires, donc la Mosquée de Paris, j'étais le premier surpris. Et donc j'ai découvert, je reçois beaucoup de dépêches, et là il y a une dépêche qui m'arrive comme ça, et une Mosquée de Paris qui décernera un prix donc, de littérature. Et donc c'est une dotation de 1 000 € quand même pour chaque... donc elle va décerner 2 prix. Donc le premier prix, c'est le prix du roman. Donc on a 3 romans qui sont en lice. Un homme sans titre de Xavier Lecoeur chez Gallimard, Ajar Paris de Fontadramé chez Plon, et d'Audace et de Liberté d'Akli Tadjer pour les éditions Les Escales. Donc ça, c'est les romans en lice. Ensuite, vous avez 3 essais en compétition. Les Gardiens du Secret, écrit par Karima Berger chez Albin Michel. De la pensée de Dieu à la parole du prophète de Abdellatif Laroui chez Éric Bonnier Éditions. Et Nouvelle Histoire de l'Islam par John Tolan aux éditions Talandi. Donc l'annonce ça, c'est les romans et les essais en lice. Donc il y aura un prix pour le roman et un prix pour l'essai. Donc ils seront proclamés, les vainqueurs seront proclamés lors de la remise des prix littéraires de la mosquée de Paris, qui se déroulera le 8 décembre à 18h à la Grande Mosquée de Paris. Donc le jury est constitué par beaucoup de personnalités importantes, donc Jean-Luc Barré, Hélène Carrère-Dancos, Julie Couturier, Souleymane Bachir, Diane, Jean-Pierre Elkabach, Shamseddin Hafiz, Pierre Leroy, Aïcha Moukdani et Benjamin Stora, avec nos excuses pour ceux qu'on a oubliés. Donc le prix sera décerné le 8 décembre. La culture aussi, toujours la poésie. Donc jeudi passé, il y a eu la proclamation des prix du Festival national de la poésie féminine. Donc avec 2 prix, les 2 premières lauréates sont Rania Sellini et Najwa Abidet,
Et en troisième place, on a donc les poétesses Fatima Boudan et Naama Nkri qui ont partagé le troisième prix. Donc les thèmes abordés, c'était le vivre ensemble, la Palestine, plein de sujets d'ordre humaniste et universel. Alors le 24 novembre prochain, vous aurez donc Malik Benabi, tout un débat à la Bibliothèque nationale du Hama sur le questionnement et la culture. Donc Malik Benabi, grand auteur, penseur algérien, fera l'objet donc d'une réunion d'une dizaine d'universitaires avec un riche programme qui parlera un peu de Benabi ou le questionnement de la culture. Donc avec des spécialistes de l'histoire contemporaine comme Mouloud Aouimer, la professeure en philosophie chercheur Yamina Chikou, enseignant en littérature comparée, et Wahid Ben Bouaziz, ou encore le spécialiste en philosophie, Lamouri Lelch. C'est une personnalité qui méritait justement. Donc voilà, il y aura un film projeté, il y aura des photos. Vous avez et des promis documents. une cerise sur le gâteau tout à l'heure. Voilà. Mais on va patienter pour la cerise. Hein, on va patienter pour la cerise. Oui, il n'y a pas de souci, je reviendrai sur que nous a concocté nos Yezid ici présents. Donc Yezid, vous emmènez où aujourd'hui? Oui, en fait, le TNA, Théâtre national algérien Mehedine Bechtazi, vraiment, c'est une activité, il faut voir, régulière avec la Casbah, c'est la Casbah Mité-Comté avec Lila Borsali ou Chao, ils ont fait ça archi-comble, et puis il y a aussi, on voit là donc avec Chao, voilà. C'est Adélia Bentelam, je pense. Kasba ou Naoulida d'ailleurs aussi, qu'elle chante très bien. Voilà. Donc, et puis il y a cette soirée Didier au Brésil. Il y a aussi le Villa Lobos à Jobim. Je pense que. Carlos Jobim, la nouvelle vague brésilienne, c'est beaucoup de. Oui, à l'occasion du bicentenaire. La Bossa Nova d'ailleurs. La Bossa Nova, absolument. Ouais. Donc à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance du Brésil, l'ambassade du Brésil et le TNA, ils ont organisé donc cette grande soirée. Didier donc à la chanson brésilienne, notamment à deux auteurs. Oui, il y a eu deux auteurs. Il y a eu donc un compositeur Héctor Villa-Lobos, qui est un grand compositeur du 19e siècle, donc celui qui a un petit peu donné la naissance de la musique symphonique brésilienne, notamment modernisme. Et là, on voit Hind Boukla, qui elle a réinterprété à sa façon donc le travail de Tom Jobim, qui est carrément l'auteur de cette Bossa Nova. Nous allons écouter juste un petit peu et on revient juste après. Donc voilà, on voit donc Hind Boukella et le groupe Algério. Donc on voit qu'elle a réinterprété d'une manière magistrale l'œuvre de Jobim. Et ça rappelons que Jobim, c'était un grand artiste. Il a même chanté avec Frank Sinatra himself. Voilà, donc le Brésil, on reste au Brésil, puisque le Brésil sera aussi... fera partie de cette grande Coupe du Monde qui commence aujourd'hui au Qatar. On les voit, les supporters brésiliens qui arrivent au Qatar. Donc aujourd'hui, il y a cette ouverture. Une belle fête du football. Je crois au micro, on va faire la oui, l'hymne de cette Coupe du Monde. Voilà. Nous avons aussi un invité d'honneur qui était M. Tebboune, le président qui est allé d'ailleurs. Oui, le président de la République. Reçu par le prince le président de la République sera présent aux festivités d'ouverture de cette grande cérémonie du football algérien. Donc le Qatar, il montre aujourd'hui donc
cette capacité d'organiser. Ça sera très exotique cette année parce qu'il y a beaucoup d'équipes européennes qui ne sont pas été. Donc elle sera très intéressante, surtout avec les qualifications Oui, deuxième tour. oui. Ça va être très très Il va y avoir intéressant. de belles surprises, Et on reste toujours dans les pays du Golfe, donc puisque la pomme algérienne, le tefah al-jazairi, yaghzu al-aswaq al-khalidiyya. On en parlait Donc, tout à l'heure, c'est nous bon. allons voir quelques images où cette pomme, donc des Aurès, qui a, et là il le dit clairement, vous allez entendre ce qu'il va dire, écoutez bien, nous allons écouter. اللهم صل على محمد وآل محمد ها يلا افتح يا حيدر اليوم قايل لك انا نسيت السكين اليوم شوف اللون ما شاء الله لون على كيفكم وسله ما شاء الله مرحله شوف السله منين شفناها يا ابو محمد ها من برا شفناها والله شغل عدل يا جماعه هذا التفاح العدل تجيب الضايع Donc voilà, donc c'était la pomme algérienne donc, qui règne des supermarchés des pays du Golfe. Après, donc, on reste, on va y aller du côté de Lille, puisqu'il y a une exposition intitulée Lumière à Algérie. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de 10h à 18h, et avec notre grand ami, donc le céramiste potier Aziz Bacha, donc, qui participe aujourd'hui. On le voit ici, on le salue avec toute cette. Et puis il y a tout un programme aujourd'hui de 10h à 18h, donc à la salle. À l'espace culturel Franck Homme. Il est très créatif. Voilà, il est très créatif. Une pensée à... Ça c'est ancien, mais... Et puis lui... une pensée à sa mère Louisa Pacha, qui était pionnière dans ce domaine de céramique. Donc on voit aussi qu'il y a aussi présence des tapis et d'autres œuvres et d'autres artisans. Et puis il y a le musicien Lounès Tagraoula, donc qui participe. Lounès Tagraoula qui participe aussi avec sa grande maîtrise de la musique moderne avec le groupe Tagraoula, donc voilà. Merci beaucoup, Yazid. Oui, et puis je termine. Bon, vous laissez de faire la cerise sur le pain. Et on revient vers vous. Je reviens pour terminer, parce que la musique, ça me concerne aussi. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, Jawdet... Oui, donc la fraise sur la chantilly. Donc c'est vraiment une redécouverte, parce que bon, cette écrivaine est assez connue et elle a un parcours assez étoffé ici et ailleurs. Et là, elle nous revient avec Au vent mauvais, paru chez Seuil en coordination, enfin en simultanément avec les éditions Balzac. Donc, Kautara Ademi, qui a un parcours, ballerine de Pichal, l'enfer des autres, plein de nos richesses, les petits de décembre. Là, elle nous revient avec... bon, elle a écrit, donc, Kautara Ademi, née en 86 à Alger. Ensuite, elle est partie très tôt vers Grenoble avec ses parents. Là, elle est installée sur Paris, où elle a un parcours vraiment formidable. Et donc, elle nous revient avec une saga qui est un contrepoint un peu à Abdelhamid Ben Douga dans Vent du Sud. Donc, on est là dans une ville qui s'appelle Zahra, qui est au milieu de la steppe, avec, vous savez, avec ce vent mauvais qui peut être bon ou mauvais. Parce que quand il est le Chergui, il est positif, et quand il est le Chihili, quand il vient de l'ouest, il est négatif, c'est-à-dire le Sirocco, c'est-à-dire qu'il a une double. Et donc ce vent, sur ce vent-là, elle va nous écrire une saga qui commence les années 20 dans un trio entre trois personnes, donc un trio avec Tarek, Saïd et Leïla et Saïd. Et donc ils seront secrètement amoureux de cette Leïla. Ils vont jouer des jeux d'enfants, c'est innocent, et ça va aller jusqu'en 1992 dans une formidable saga historique avec tous les tressautements, les balbutiements de l'histoire, les départs vers les fronts anti-nazis, un retour sur l'Algérie, tout un cheminement avec des portraits croisés, des chassés croisés entre ces trois personnages qui vont s'inscrire. Une belle trame, quoi.
dans une trame historique plus générale qui va aller jusqu'en 92, qui va parler de la condition de la femme à travers ce personnage Leïla, à travers les deux autres personnages qui sont militants, qui vont subir, qui vont être acteurs. Et donc tout ça, c'est très très intéressant. Donc Au vent mauvais, c'est vraiment le roman le plus abouti de Kawthar Adimi. Donc à lire à tout prix, c'est aux éditions Barzakh. Et voilà, ça ne coûte pas grand-chose. Donc voilà. On invite donc, les téléspectateurs à cette découverte. Voilà, cette Merci découverte. infiniment, Le prix d'un plat à cuisine, c'est ça. Le prix d'un plat à cuisine. Par exemple. Qui n'est pas loin des éditions Barzakh. Très bien, très bien. Vous vouliez rendre hommage à une personnalité. Je voulais rendre hommage à un grand monsieur de la musique algérienne et du théâtre algérien, un brechtien jusqu'à le moelle des os. C'est le Hadj Omar, qui est aussi le frère. Mais avant Hadj Omar, vous vouliez aussi rendre hommage à Aït Hamouda. Oui, c'était le professeur Aït Hamouda de l'hôpital de Betna qui nous a quittés avant-hier. Et c'était l'homme très très aimé par la population. Il a fait beaucoup de choses pour la médecine. Allah yarhamou, et toutes nos condoléances à sa famille de Constantine et partout aussi là où sont donc la famille Aït Hamouda. Voilà, et on termine en musique. Et on termine en musique avec une chanson. Le Sireur. Le Sireur, c'est une chanson de Hadj Omar. Hadj Omar, qui est un grand musicien et puis un grand metteur en scène brechtien. Et savez-vous qu'il a chanté cette chanson parce il ne voulait pas que les enfants algériens, ce qu'on appelait les yaoulid, continuaient à faire le Sireur. Donc il a chanté cette chanson et puis c'était Rose Blanche pour ma mère. Cette chanson s'appelait Rose Blanche pour ma mère parce que l'enfant faisait ce travail pour trouver comment guérir sa mère. Et puis il a chanté cette chanson à la salle Ibn Khaldoun, l'ex-Box, et c'est là où par la suite le président de la République de l'époque, donc Ahmed Ben Bella, a mis fin à ce métier. Il n'y a plus de Sireur parce qu'il y va de la dignité des enfants algériens. Et puis Allah yarhamou Hadj Omar. Cette chanson, voilà. Merci beaucoup Yazid Aït Mahiddine. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. On va donner justement aux téléspectateurs l'occasion de découvrir cette chanson. Et c'est là-dessus qu'on termine. Merci Jawdet également. Merci à vous. صفية شباع وزينة مثل